Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je viens vers vous en disant que j'ai découvert une personne que vous allez adorer écouter. Parce qu'elle est brillante, parce qu'elle entreprend d'une manière remarquable alors qu'elle n'a pas 30 ans, parce qu'elle pense des concepts, mais surtout parce qu'elle déploie une énergie hyper stimulante, positive, lumineuse, bref, Jade Fromer, c'est ma pépite du mois à minima. Je vais vous offrir là une dose d'inspiration hors du commun. Alors elle a cofondé le groupe Ephémera. Leur spécialité jusque-là, les restos immersifs. Vous mangez sous l'eau, dans l'espace, dans la jungle, il y a des images, des projections, un décor, une ambiance sonore, et ça cartonne. Moi, sur le papier, c'est pas mon truc, mais l'entendre me raconter l'histoire me fait signer. Écoutez cet épisode, vous allez entendre une jeune fille qui part de rien et qui lève aujourd'hui des millions. Ces restaurants, ils accueillent chaque jour des centaines de clients, c'est un carton. Elle a développé 4 concepts d'immersion, on les trouve à Paris, mais elle a aussi ouvert à Angers avec le même succès, et demain, ce sera l'étranger. Je vous en parlerai à la fin, mais ce mois-ci, elle vient encore de frapper dans la capitale avec un nouveau concept, et vous allez découvrir ici comment elle a écrit l'histoire. Vous allez aussi entendre comment, en 24 heures, on passe de la faillite à un deal avec Xavier Niel, et ce, sans aucun contact, ni aucun appui. Je la laisse se raconter, l'histoire est dingue. Jade Fromer, c'est à minima votre meilleur rendez-vous de la journée. Alors mon histoire à moi, c'est très simple. Je suis une jeune lyonnaise. Enfin, je suis même pas de Lyon, je viens de la campagne lyonnaise, à 30 minutes à peu près de Lyon. Et j'ai grandi tout simplement dans un village avec une famille aimante. Et je suis partie faire mes études, mon école, donc collège, lycée. J'ai fait un bac ES et puis après je suis rentrée à l'Institut Paul Bocuse. Et c'est là-bas que tout a commencé. Alors, avant que les choses ne commencent, parce que pour toi, les choses, elles commencent à 18 ans ou à 16 ans, mais non, il se passe des trucs Qui avant. suis-je avant? Comment tu te projettes avant dans l'enfance? Que font tes parents? Alors, famille aimante, ok, ça c'est un bon point. C'est hyper important. C'est une grande chance. Ouais. Et ça aide énormément. Est-ce qu'il y a de la cuisine dans cette histoire ou pas du tout? Comment ça marche au temps de l'enfance? Je dirais que j'ai toujours eu des parents qui cuisinaient, mais c'était pas ça m'a pas marqué, tu vois. En revanche, oui, j'ai eu de la chance d'avoir ma maman qui cuisinait tous les jours pour nous, etc. Pareil, c'est une chance. Par contre, j'ai un papa qui est entrepreneur depuis qu'il a 16-17 ans. Donc ça a fait, je pense, énormément la différence. Chez moi, c'était assez simple. Mon père, c'était la personne qui travaillait, qui rentrait un petit peu tard tous les jours. Et ma maman, elle était coiffeuse quand elle était jeune et elle a arrêté assez jeune, vers les 26-27 ans, quand elle a eu mon frère. Et elle n'a jamais repris le travail. Mais j'aime bien dire qu'elle a eu le métier le plus difficile au monde, celle d'être mère. C'est pas faux. Hein. Mais c'est pas une formule. Mais sinon, voilà, c'était vraiment mon papa qui était entrepreneur. J'ai baigné là-dedans. Qu'est-ce que tu vois quand tu dis j'ai baigné là-dedans? Qu'est-ce que tu vois de lui? Qu'est-ce que tu vois de sa réalité? Parce que c'est difficile quand on est enfant de se représenter ce que ça peut être. Même quand on est adulte, parfois entrepreneur, ouais, ça veut dire plein de choses. Il faisait quoi et toi t'en voyais quoi à ce moment-là? Alors déjà, il rentrait tard. Ouais. Ça me marquait. Il était très souvent, et d'ailleurs j'ai l'impression d'être un petit peu comme lui, ça m'embête. Il était très souvent ailleurs, tout le temps, je me souviens. Même quand il était là. Ouais, même quand il était là, les coups de fil. Donc il y avait ce côté-là. En revanche, j'ai pas non plus souvenir de longues discussions sur l'entrepreneuriat. Je pense que tout s'est passé de manière hyper inconsciente. Ouais. La notion de risque, tout ça, c'est des choses. Enfin, j'ai le sentiment de pas énormément l'avoir. J'ai pas peur dans le monde professionnel. Il entreprenait. Enfin, c'était quoi son secteur? Il avait une boîte il a toujours d'ailleurs. Il a une boîte de photocopieurs. D'accord. Donc il fait de l'international. En fait, il fait de l'import-export. Et donc c'est vrai que j'ai jamais j'ai pas de souvenir d'énormes discussions mais je pense que tout s'est passé sans m'en rendre compte en fait. Qu'est-ce que tu penses qui infuse à ce moment-là? La notion d'indépendance peut-être? Oui, je dirais l'indépendance, mais tu vois, je me souviens avec Lina, ma meilleure amie, à 16 ans, on allait vendre du muguet à 2,50 sur la place du marché à Villefranche. Donc il y a quand même j'ai des petits souvenirs liés à ça, et je me disais mais c'est trop bien, si je vais apprendre, je vais voir le contact client. J'ai toujours adoré l'humain, c'était ça qui me faisait bien kiffer, et donc j'ai toujours eu ce côté-là, et je pense que la liberté avant, c'était vraiment la chose qui était le plus important pour moi. Quand je voyais mon papa, je pense que c'est ça qui était important.
Comment tu te projetais à cet âge-là où on nous demande souvent qu'est-ce que tu veux faire plus tard, enfance, adolescence, plus le chemin avance, plus on doit se positionner. Toi, tu te rêvais quoi quand tu étais plus jeune? En fait, c'est assez marquant. Quand j'étais plus jeune, ma vie professionnelle ne comptait absolument pas. Je me suis jamais posé ces questions. Oui. C'est comme si vraiment le stress de quelqu'un de 15, 16 ans, 17 ans, de se dire qu'est-ce que je vais faire plus tard, ça n'a jamais été le sujet. Alors, c'était quoi tes terrains de prédilection pour le coup? Alors, quand on ne réfléchit pas à son avenir, c'est qu'on est plutôt dans le présent. Et ton présent, tu l'occupais à quoi? Exactement. C'était quoi tes kiffs? Et à l'école, en l'occurrence, c'était quoi tes terrains de compétences? Écoute, je suis assez rêveuse, donc je pensais à plein de choses, mais j'étais surtout sur ma vie perso. J'étais tout le temps amoureuse, j'avais plein de copains-copines, donc en fait, ma vie, le sujet pro n'a jamais été un sujet dans ma tête, et je pourrais même pas te dire que j'ai le souvenir de parler pro avec des potes, avec ma famille. Je sais pas comment t'expliquer, c'est assez surprenant. T'étais bonne à l'école ou pas? J'avais 13-14 de moyenne, sans faire grand-chose, mais j'étais pas excellente du tout. Pas du tout. Je passais à chaque fois, tu vois. Ouais. J'ai jamais redoublé ou autre. Bon, je me suis fait un peu virer de l'école 2-3 fois, mais à part ça, j'étais plutôt cool. Et surtout, j'étais très heureuse à l'école. Et ça, je crois que c'est aussi une grosse chance. J'ai jamais subi de harcèlement ou autre. J'étais très bien. J'étais bien dans ma peau. J'avais confiance. J'avais mes potes. Donc j'ai vécu une enfance très heureuse, mais mais je me suis fait la réflexion il y a 2 semaines. Le sujet pro n'a jamais été là, quoi. Enfin, Ouais. c'était assez hallucinant. Et tu vois, au collège, t'as des conseillères d'orientation, etc. Ouais. Je me souviens, j'avais des potes qui stressaient un peu avant d'y aller. Et moi, j'arrivais et elles me disaient, mais qu'est-ce que tu veux faire? Je disais, je sais pas. Mais genre, j'étais très tranquille avec ça. Et comme je te disais, sur ma vie perso, je peux avoir pas mal d'angoisse. Mais alors, ma vie pro, c'est comme si j'avais hyper confiance en ce qui allait se passer. Et pourtant, j'avais aucune idée de ce qui allait se passer. Mais Ouais. aucune. N'empêche que, à cet âge-là, l'étau se resserre et à un moment, il faut cocher des cases et choisir vers où on va. Ouais. Tu l'as un peu spoilé tout à l'heure. Vers où tu vas aller après en formation? Je fais une filiale je fais un bac ES parce que, en fait, la réalité, c'est que même si je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire dans ma tête depuis toujours, c'était commerce. C'était le côté un peu comme mon père avec... il y avait le côté je fais du commerce, quoi. Donc je me suis dit, de toute façon, je sais pas trop ce que je veux faire. En revanche, je pense que je suis pas trop mauvaise avec les gens. C'est un truc qui peut me faire kiffer d'avoir ce côté un petit peu business. Mais par contre, on était quand même très loin du côté je veux être entrepreneur. On n'y était pas du tout. C'était vraiment je veux faire une école de commerce. Sauf que je suis pas assez bonne à l'école pour faire une école de commerce. Et je tombe dans la classe de Lina, qui est ma meilleure amie, qui est excellente, qui est la première de la classe, et qui me pousse un peu vers le haut. Et pareil, j'ai beaucoup de chance, hein, j'en suis très reconnaissante. C'est pareil, les personnes qui vous entourent à cet âge-là, c'est tellement important. Et Lina, qui me pousse un peu vers le haut, donc j'améliore un peu ma moyenne, mais je suis quand même pas au niveau pour suivre Lina, qui part faire une prépa HEC. Et un jour, je rentre chez moi et mon père me dit, Jade, écoute, c'est vrai que tu as des petits sujets de concentration, que t'es pas assez excellente pour aller pour faire une prépa ou autre. En revanche, je viens de rencontrer quelqu'un qui m'a parlé de l'Institut Paul Bocuse. Tu devrais aller voir. T'as toujours bien aimé la bouffe. Je pense que, en tout cas, c'était le moment où il y avait plein de portes ouvertes. Je me fermais la porte à rien, et donc je suis allée faire la porte ouverte de l'Institut. C'est marrant de la part de ton père. Alors c'est drôle parce que là, je te regarde, je t'entends parler, et puis dans le miroir derrière moi, je vois passer des météorites, des satellites. Je dis, attends, c'est quand même dangereux cet endroit. C'est un autre monde. C'est marrant de la part de ton père d'avoir ce réflexe-là, lui qui n'a pas et a priori pas de lien direct d'appétence avec la cuisine, de te dire spontanément va voir une école de cuisine. D'habitude, moi j'ai plutôt l'habitude de recueillir des témoignages où on me dit mes parents voulaient pas que je fasse ça, ou mes parents m'encourageaient à faire ça. Toi, ton père qui est entrepreneur, qui fait de l'import-export, on se parle de photocopieuse, te dit tiens, va voir cette école de cuisine. Ouais, en fait, il m'a dit, l'idée, c'était pas du tout que j'aille en cuisine. L'Institut, t'as 2 filiales. T'avais le management, la gestion et la cuisine. Et il me dit, écoute, je me rappelle comme c'était hier, il rentre à la maison et il me dit, écoute, je vois que tout ce qui est prépa HEC, etc., tu vas pas pouvoir. Et il avait raison. Enfin, je le savais, hein, je me faisais même pas d'illusions. Donc je pensais faire, comment on appelle ça, les IUT, quelque chose comme ça. Je sais plus comment on appelle ça, mais c'était un truc qui me faisait
partir dans du commerce aussi. Et un jour, il me parle de cette école et il me dit, va voir, l'école, c'est canon. Et je me souviens, c'est à ce moment-là que je me dis cette phrase où je me dis, en fait, c'est exceptionnel, l'hôtellerie et la restauration. Pourquoi ? Parce qu'il y a tout le côté du commerce que j'aime, le contact humain. Tu peux créer des choses, tu peux. Et par contre, je m'étais dit ça, ce qui est trop bien, c'est qu'au lieu d'être dans un bureau avec des murs blancs, comme mon papa par exemple, en fait, tu peux être dans des endroits de dingue. Et donc, je m'imaginais, là, à ce moment-là, je me dis, trop bien, je sais pas, demain, tu peux être à la tête d'un trop beau restaurant, d'un bel hôtel. Et en fait, t'as ce côté un petit peu business, commerce. Par contre, t'es dans un endroit magnifique, quoi. C'est marrant, il y a comme un C'est trop déclic bizarre. en fait. D'un coup, tu te projettes. trop Toi bizarre. qui n'avais jamais pensé à. Ouais, et vraiment, et je me projette et de manière hyper confiante, je me dis, allons faire la journée porte ouverte, quoi. Et alors, tu te rends compte de quoi à ce moment-là ? Est-ce que tu te souviens de cette journée ? Est-ce que ça confirme ton intuition ? Ton pré-déclic, quasiment. Écoute, au moment de la porte ouverte, je me dis, c'est exceptionnel. Ils sont très, très forts. L'école est magnifique. C'est exceptionnel. Et donc, je pense qu'il y a très peu de gens, quand ils vont voir l'Institut Paul Bocuse, qui se disent, oh, j'ai pas envie d'y aller. Ça s'appelle Life. L'Institut Life, ouais, mais qui donne vraiment envie. Et je me dis, putain, c'est excellent. Et en fait, un petit peu comme ce que je te dis depuis le début, je me laisse porter. Je trouve l'école cool. Je passe mes premiers entretiens, je suis prise. Je me dis, go, quoi. Mais sans aucune peur, sans aucune pression. Je sais pas trop comment t'expliquer. C'est assez particulier. J'ai l'impression que c'était je me suis laissée porter. Et, putain, j'aimerais bien me laisser porter encore aujourd'hui, mais j'ai un peu plus de mal. Mais à l'époque, c'était vraiment ça, quoi. C'est comme si je réfléchis un petit peu plus profondément, je pense que c'est comme si j'avais été dans un cocon un petit peu avec ma famille et que du coup, j'avais pas peur, en fait, foncièrement. Donc, je me suis dit, c'est trop sympa, ça a l'air exceptionnel, j'y vais. Et alors là, par contre, je signe à l'Institut, j'y vais au mois d'août, je commence mes premières journées. Et en fait, à la seconde où on commence à faire les stages, où je commence à aller en cours, je sais pertinemment, j'ai jamais eu un regret, j'ai jamais eu un doute. Je me dis, ok, c'est exactement là où je devais être. Qu'est-ce qui fait que tu te dis ça à ce moment-là ? Qu'est-ce que tu ressens ? Qu'est-ce que tu vois ? On a l'impression que tu le sens dès le début. Ouais. Dès le début, c'est quoi les premières images ? C'est quoi les premiers moments, en fait ? Je sais pas, mais tu vois, tu rentres à l'école, c'est magnifique, ils te font t'as toutes les promos, t'as une semaine d'intégration de malade, l'Institut, c'est très particulier, les arts culinaires te font à manger tous les midis, donc en fait, t'es au resto tous les midis dans ton école, t'as quand même, je dirais que c'est quand même assez privilégié, tu vois, et c'est traître parce que déjà c'est une école qui coûte assez cher, donc j'avais énormément de chance de pouvoir y aller, et en fait il y a un truc où tu sais pas trop ce que ça va donner, mais tu te sens bien. Je sais pas comment t'expliquer, en tout cas c'est ce qui se passait pour moi. Je me sentais hyper à l'aise, je me suis fait des copines au bout de 2 jours, et tu vois, j'ai kiffé, les gens étaient hyper sympas, je pense que j'ai aussi un caractère qui fait que je me lie d'amitié assez facilement, je suis pas très timide, donc tu vois, c'était facile pour moi. Et tout s'est passé de manière très fluide, et puis petit à petit, donc en fait, t'as de la théorie et de la pratique, et sur la pratique, t'es dans les établissements de l'Institut Paul Bocuse. Donc en fait, ils ont un hôtel, ils ont un restaurant un peu gastro, ils ont de la brasserie. Et puis alors là, c'est l'éclate, mais la plus totale. L'Institut, qui est le restaurant de l'école, où vous passez pendant 1 mois en tant que chef de rang. Et donc tu fais des rotations, t'appelles ça des rotations. Tu fais une rotation dans les établissements de l'école. Et par contre, tu accueilles du vrai public. Et là, je m'éclate, mais je me fais. Mais en tant que quoi ? En faisant quoi ? Chef de rang. Je suis serveuse, et par contre, tu te fais, à l'époque, je sais que maintenant c'est un peu plus strict, mais à l'époque, tu te faisais bien défoncer. On faisait midi soir, vraiment ça bossait. Et en fait, j'étais dans l'action. Et c'est exactement pour ça que j'ai aimé. Et c'est pour ça que je m'ennuyais un peu plus en cours et que j'étais pas très bonne. C'est que j'étais dans l'action. Et aujourd'hui, je le ressens. J'ai un soir, je suis pas bien, je vais dans mes restos, je sais pas comment t'expliquer, mais je suis tellement piquée à la restauration, je pense que je pourrais rien faire d'autre. C'est que c'est des métiers où t'as tellement de partage, t'as tellement de rencontres. Et donc, quand j'étais à l'école et que je faisais ces rotations, d'ailleurs, j'étais plutôt pas mal, j'étais bonne, à l'inverse de l'école où j'étais moins bonne. J'étais hyper dynamique, les rangs, je prenais mes commandes, je me souviens, j'avais toujours plein de pourboires, je devenais pote avec les clients. Enfin, ça se passait très bien et je m'éclatais. Et vraiment, j'ai pas un souvenir
À part pour mes histoires de cœur, tu vois, j'ai My God, quel sujet ce non, truc mais depuis tu vois, le début. non, mais tu vois, j'ai vraiment 2 personnalités. Mais sinon, non, je rigole, mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que j'étais beaucoup plus focus sur ma vie perso que ma vie pro. Ma vie pro, ça roulait, mais tellement bien. Ouais. Donc, je m'éclatais. Et puis, en fait, quand t'as 18 ans, qu'est-ce qui se passe? T'as la vie pro, t'as la vie perso, t'as les copains, les copines, les sorties. J'ai jamais été une grosse fêtarde du tout, mais je pense que mon cerveau avait beaucoup de mal à se focaliser sur plusieurs choses. Et donc, à cette époque, c'était ma vie perso. Tu vois. En tout cas, la vie pro, elle était fluide. Ma vie quoi. pro, elle était d'une fluidité hallucinante. Vraiment, j'ai pas de souvenirs j'ai pas de moments de doute, j'ai pas de moments difficiles, sauf sur un stage, mon premier stage où je pars à l'île Maurice. Et Sympa. ouais, assez drôle, mais Enfin, en termes d'environnement. ouais, c'était exceptionnel. Mais je suis rentrée au bout de 3 semaines. J'ai fait une espèce de grosse dépression là-bas, et je suis rentrée. Je pense parce que j'étais loin de tout ça. Et en fait, vraiment, ça a du sens avec ce que je te dis. Je pense que j'étais dans un cocon. Et donc, dans un cocon, t'es hyper sécure, tu crois en l'avenir, t'es trop bien, t'as pas de doute. Et c'est tout le principe de la confiance, quoi. J'avais vraiment confiance. Je savais pas trop ce qui allait se passer. Et c'est dingue parce qu'on me pose régulièrement. Mais du coup, quand t'es à l'institut, tu vas bientôt finir tes études derrière et tu te dis qu'est-ce que tu vas faire et c'était quoi? Et en fait, je m'étais jamais posé la question. Ah ouais. Mais genre, je ne savais, enfin, ces questions n'étaient pas dans ma tête, quoi. Dans le présent, dans ton le petit présent, environnement. Non, et comme je te dis, je pense beaucoup plus, du coup, j'étais hyper rêveuse, je pensais à plein de choses, mais c'était vraiment ma vie perso, tu vois. Ouais. Donc, ma vie pro à ce moment-là, et après, tout ça, c'est dingue, parce que je pense que mon cerveau a beaucoup de mal à se focaliser sur plusieurs choses, il a besoin de se focaliser sur une chose, et après, du coup, tout a switché. C'est toute ma vie pro qui est passée devant, et toute ma vie perso, où là, Jusque-là, à l'Institut Paul Bocuse, en l'occurrence, tu restes proche de tes parents, tu restes proche de ton cocon familial dont tu parles, parce que tu parles de cette île Maurice, mais professionnellement, l'île Maurice, en dehors du fait d'être loin de chez toi, loin des tiens, ça se passe très bien, sinon. Ça se passe très bien. Ouais, en tout cas, professionnellement parlant, ça se passe bien. T'as pas eu de mauvaises expériences professionnellement, ça a roulé toutes ces études à l'Institut Paul Bocuse. Est-ce que tu peux nous dire quand même, au-delà du fait que c'était très fluide, au-delà du fait que c'était même pas un sujet pour toi, finalement, qu'est-ce que tu repars avec quoi de cette formation-là? Qu'est-ce que tu y découvres? Alors, une réalité, tu nous l'expliquais, par exemple, en faisant du service, en faisant ces rotations. Totalement. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je découvre? Déjà, je découvre, en tout cas pour ma part, en tant que personne, je découvre surtout ce qui est le plus important pour moi, c'est de me rendre compte que j'ai besoin d'être dans l'action. Et tu sais, globalement, t'as plusieurs types de métiers, et je sais que je suis incapable d'être derrière un ordinateur toute la journée, tu vois. Je sais que ça, c'était pas fait pour moi. Donc, j'apprends sur moi, j'apprends sur plein de choses en restauration. On a des cours aussi hyper théoriques. Tout le milieu de l'hôtellerie, c'est bête, mais j'ai un peu de culture dans l'hôtellerie et la restauration. Je faisais des exposés sur les groupes, les Four Seasons et compagnie. Donc, je baigne. Par contre, c'est là où je te dis que c'est un peu traître. Je baigne que dans l'hôtellerie et la restauration. J'ai à côté de ça, Lina, qui fait ses études dans le commerce. Je ne sais pas ce qu'est une levée de fonds. Je ne sais rien du côté plutôt école de commerce. Et pardon, mais du côté cuisine, parce que là, tu nous Rien du tout non plus. Et ouais, on a une semaine d'école, on a une semaine en fait, on te fait acheter une mallette au début d'année, et après t'as une semaine de cours où tu fais de la cuisine. Mais alors, c'est chaotique. Enfin, aujourd'hui, je sais faire cuire des œufs, je cuisine un peu chez moi, mais j'ai jamais fait de cours de cuisine. C'est pas vrai. Ah ouais. Vraiment, pas du tout. T'as 2 filiales. Ça a changé aujourd'hui, hein. J'y étais il y a 4-5 ans. Mais, ça a changé aujourd'hui, mais à l'époque, c'était management. Ils appelaient ça les HR, hôtellerie-restauration. Et t'avais les cuisines. La cuisine, quoi. Ça veut dire qu'on peut envisager quand même une formation, on peut envisager de se projeter dans ce secteur-là sans connaître. Je veux dire, ce qui est intéressant, c'est que cette pensée-là, elle est pas conventionnelle quand même. En France, on a quand même la culture de le chef ouvre son restaurant. Alors oui, il y a des propriétaires, oui, il y a des restaurateurs, mais ils sont toujours regardés avec un œil un peu suspect s'ils ne savent pas de quoi on parle franchement. Ouais, je suis d'accord. C'est culturel, hein, ça. C'est pas vrai dans d'autres pays, hein, mais en France, il y a vraiment ce truc. Si tu sais pas tenir une poêle, bon, t'es gentil, tu vas pas ouvrir un restaurant. Ouais. Or, là, c'est assumé, pour le coup, dans cette formation. C'est assumé, et je pense que c'est tellement pas vrai. Je pense que il faut avoir de la passion. Il faut que ça t'affecte, tu vois. Il faut que tu comprennes la chose. En revanche, je pense qu'il y a plein de gens qui peuvent ouvrir des restaurants sans savoir cuire un œuf. C'est pas grave du tout. Ouais. Par contre, il faut un minimum savoir ce que tu veux sur ta carte. Enfin, je dirais que je sais pas comment t'expliquer. Pour moi, c'est plus de la gestion que de savoir foncièrement comment tenir une poêle. Après, c'est comment tu t'entoures. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important dans une boîte. Ouais, mais tu vois comment c'est pris, par exemple, culturellement en France sur la cuisine, ce que tu décris là.
il y a quelque chose de magique, il y a quelque chose de l'ordre de l'affect, il y a quelque chose du rapport offert à la matière souvent dans la cuisine. Et de fait, quand on entend ce genre de discours, en France, culturellement, on peut avoir une distance qui s'opère à dire ah ouais, mais bon, moi je préfère aller dans une maison qui est incarnée par quelqu'un qui sait, tu vois. Ouais. Et je trouve ça dingue qu'un institut comme l'Institut Paul Bocuse, donc qui est une espèce d'institution, ait déjà vu ce truc de se dire en fait, attendez, c'est complètement décorrélé, on peut très bien ouvrir des restaurants sans savoir cuisiner, quoi. Totalement. Bah, la preuve, en tout cas. Ouais. Je peux te l'assurer. Bah ouais. Non, mais Donc, c'est plutôt moderne comme... Totalement. Et d'ailleurs, t'as raison. Ça surprend beaucoup de monde, en fait, quand je leur dis parce que tout le monde me dit, ah, mais du coup, au tout début, alors maintenant un peu moins, mais, ah, mais du coup, tu fais de la cuisine? Pas du tout. Et bien mais sûr. t'as fait l'Institut Paul Bocuse. Bah ouais, mais c'est pas de la cuisine. Non, mais c'est pas courant. C'est vrai que ça surprend. Mais culturellement, quand tu dis à quelqu'un, je vais ouvrir un restaurant, ben, si tu dis à un enfant, décide-moi, je vais ouvrir un restaurant, il va te mettre une toque sur la tête et il va te mettre une casserole dans les mains. Totalement. Et là, visiblement. Mais parce que je vais te dire, c'est pas le cas. les personnes qui étaient dans ma promo, et moi aussi, donc sur tous les stages, etc., on avait plutôt c'était les rôles de la salle, manager, ou la sommellerie, assistante de direction. Et donc, c'était Pour voir les rouages, finalement. Ouais, exactement. Donc, tu vois, Parce que la cuisine, c'est la cuisine. Ouais, exactement. Il y a une masse de savoir, mais en fait, je pense qu'ils ont vraiment dissocié la salle et la cuisine, tu vois. Ouais, et finalement, par la salle, on comprend un peu, peut-être plus, le processus global d'un restaurant. Un cuisinier doit apprendre tout ce qu'il doit savoir dans le faire, tout ce qu'il y a de patrimonial à la cuisine, tout ce qu'il y a de technique. Mais finalement, quand tu t'extrais un petit peu de ça, et quand tu es dans la salle, en l'occurrence, tu vois un peu plus comment la machine générale fonctionne. Totalement. Peut-être. Donc toi, tu vas voir tout ça. Ouais, totalement. Et ouais, c'est exactement ça. Et puis après, moi, je crois énormément à la complémentarité, notamment avec Anaïg, avec Loris, qui sont mes associés. Il y avait vraiment, il y a un sujet de, en fait, si tu sais pas faire quelque chose, tu trouves la bonne personne. Et tu vois, ça va avec ce que je te disais, le fait d'être focus que sur une chose. Ouais. Je crois que je sais exactement là où je suis bonne et je sais exactement là où je suis extrêmement mauvaise. Et donc après, c'est une question de complémentarité, tu vois, foncièrement. Et donc en cuisine, pour moi, t'ouvres un restaurant. En tout cas, sur ce que moi je fais aujourd'hui, sur Ephémera, il y a ce côté, je sais là où je suis bonne, sur toute la partie, je dirais, conceptuelle, sur ce que les clients ils veulent, comprendre ma clientèle. Par contre, sur la partie cuisine, j'ai Tiffaine, mon chef exé, qui est exceptionnel et avec qui on fait on cuisine ensemble. Et tu vois, c'est assez intéressant, mais je fais pas mal de cartes. Mais alors que je ne sais pas cuisiner, parce que je travaille avec lui, je sais exactement ce que mon client veut. Et donc après, c'est qu'une question de complémentarité. Par exemple, Tiffen, il sait qu'il peut pas me faire des plats avec de la betterave ou du navet. Ça, c'est des choses. Je lui dis, en fait, t'as beau me faire des plats exceptionnels avec ça, ça passe pas sur les cartes. Parce que moi, je connais ma clientèle, je sais ce qu'elle veut. Donc, tout ça, c'est une question de complémentarité. Et je crois que c'est la beauté de la vie, c'est que c'est des rencontres et après, en s'associant, tu fais des choses extraordinaires. Tout seul, tu fais rien. Comment ça va marcher, du coup, la fin de cette époque-là, la fin de ces années d'apprentissage à l'Institut Paul Bocuse? T'arrives à la fin du cursus, il se passe quoi à la fin de ce cursus? Tu dois valider quelque chose et puis après... J'arrive pas à la fin du cursus parce qu'on crée Ephémera en parallèle de ma 3e année. Alors comment ça naît cette idée et comment, alors que t'es censé apprendre des choses, t'es déjà en train de te projeter ailleurs? Toi qui, jusqu'à présent, ne réfléchissais pas à l'après. Détrompe-toi, regarde, tu vas voir, je me suis pas du tout projetée. Je me suis laissée porter par... parce que tu vas voir, j'en suis pas à l'initiative, en fait. Ce qui s'est passé, c'est que je dirais que la création d'Ephémera, c'est un mix de plusieurs choses. La première, c'est qu'à l'école, vous avez 2 mois c'est très triste, ça y est plus, mais vous avez un projet qui s'appelle Avant-Scène. Et donc, vous avez 2 mois, vous êtes pris au hasard par groupe de 10, et vous avez 2 mois pour créer un restaurant éphémère dans une salle vide avec 0 € de budget. Et donc... Attends, mais ça doit être réalisé pour de bon ou c'est une étude de cas? T'ouvres le restaurant. Et donc, moi, j'étais chef de projet de mon resto qui s'appelait Charlie et la chocolaterie. Et donc, Anaïg avait son resto sur les années 20, Loris sur la forêt enchantée. Et donc, en fait, tout le monde, de manière un peu intuitive, faisait des restos. Enfin, en fait, quand t'as un resto vide, il faut que t'arrives à raconter une histoire. Donc, tout le monde faisait des restos un petit peu à thème. En tout cas, il se passait quelque chose. Et donc, nous, en tant qu'étudiants, on allait dans les restos de nos potes. Je trouvais ça extraordinaire. Mais alors, attends, excuse-moi, mais j'essaie de comprendre. Vous avez ouvert de vrais lieux? Ouais, alors c'était un lieu qui était à l'Institut. Donc, c'est-à-dire que c'était ouvert qu'aux personnes de l'Institut. Donc, t'avais les profs qui venaient manger, tes étudiants, tes potes. Donc, c'était pas ouvert au public. Ok. T'avais juste une soirée, tu vois, j'ai ramené mes parents. Mais sinon, globalement, c'était vraiment ouvert
co-public, Donc c'était co-privé, comme pardon. des corners, chacun avait C'était une salle. Une D'accord. salle était vide à l'école, à côté du restaurant d'application. Tu avais une salle qui était vide. Et là-bas, tu étais mis au hasard par 10 et tu devais créer un restaurant éphémère en 2 mois avec 0 € de budget. Mais 0 € de budget, du coup, quoi? Les chaises, les trucs, vu la que c'est déco, quoi? tu vas chercher des entreprises. Donc en fait, D'accord. tu leur demandes, vu que c'est un resto éphémère, tu leur demandes du prêt en échange de visibilité. Pour D'accord. l'école, pour tes partenaires de l'Institut Paul Bocuse, c'est un peu sympa pour les entreprises, tu vois. Ok. Et donc, moi, je suis pris au hasard dans un groupe et on crée quelque chose qui s'appelle Charlie à la chocolaterie et je me prends un peu au jeu, je deviens chef de projet de ce groupe. Donc, je prends un peu le lead naturellement. Et donc, ça, c'est avant-scène. Anaïk fait le sien, Loris fait le sien. Et en fait, on se dit, personnellement, je me disais, mais c'est tellement bien d'aller dans des lieux qui changent tous les 2-3 semaines. C'était fou. J'allais dans la même pièce et c'était un peu le truc de l'école. Tout le monde se disait, mais c'est quoi le prochain concept? C'est-à-dire que chacun tour allait investir cette pièce. Exactement. C'est Génial, exactement ça. C'est drôle. Et donc je me prends un peu au jeu. Putain, j'ai plein de souvenirs en te parlant. Et donc on ouvre ces restos, c'est trop bien, et on arrive à faire des restos avec 0 € de budget. Tu vois, on a des partenaires, donc il y a ça. Attends. Tu Dis-moi. peux pas me dire j'ai trop de souvenirs et c'est quoi les images qui te Mais reviennent? je me souviens. En fait, on était sur Charlie à la chocolaterie. Je me souviens dans mon appart à me dire, ok, même si c'est éphémère, comment tu fais pour que ce soit le resto le plus waouh de l'école? Et donc, je m'étais imaginé faire une tyrolienne en chocolat. J'étais complètement tarée. C'était impossible. Enfin, j'étais partie hyper loin dans la créativité, mais on n'avait finalement pas fait grand chose. Alors, le resto était plutôt sympa, mais c'est drôle. C'était un peu du Disney, tu vois. Il y avait une pelouse. C'est un peu du éphéméra maintenant, en fait, avec un peu de souvenirs. Mais beaucoup plus en mode galère, tu vois. Ouais. Et donc, c'était trop bien. Donc, il y avait ça. Ok. En parallèle. Attends, non. Comment ça se passe? C'est ce moment. T'as ton premier resto, tu l'imagines, ok, tu vois plein de trucs. À un moment, il ouvre. Qu'est-ce qui se passe? Comment tu le vis? Comment tu vis cette période éphémère, certes, mais. Écoute, ça se passe trop bien. On a nos potes qui viennent manger dans les restos. On a fait un menu un peu semi-gastro parce que du coup, c'est les arts culinaires qui font la cuisine. Ouais. Et donc avec autour du chocolat, etc. Que t'as défini, que t'as participé à façonner, évidemment. Exactement. Et pendant l'ouverture du restaurant, toi, tu fais quoi? Je suis la chef de projet, donc en gros, je suis un peu comme si j'étais la directrice du projet, tu vois. D'accord. Donc je fais tout pour que ça ouvre bien, pour que les partenaires nous livrent dans le temps, pour qu'on fasse la bonne communication. On avait fait un lancement de com, on avait caché des tickets d'or à l'école. En fait, c'est vraiment comme si tu ouvrais un restaurant, tu vois. Ça, c'est vrai que c'est hyper important et intéressant. C'est pour projeter quelqu'un, c'est hyper bien. C'est exceptionnel, c'est très triste que ce soit plus là, mais totalement. Et donc voilà, on fait Charlie à la chocolaterie, ça se passe très bien. Et puis, 1 an après, je deviens copine avec une nana qui s'appelle Estelle à l'école et qui me dit, écoute Jade, avec des potes, on fait un resto éphémère à Lyon, place Bellecour, pendant 48 heures. Elle était en AC, donc en art culinaire. Est-ce que on a besoin de toi? Est-ce que ça te dit de venir et de nous donner un coup de main? Alors, nous, on n'est qu'en art culinaire, donc on a besoin de vraiment quelqu'un qui nous aide en service. Et je dis, écoute, avec plaisir. En revanche, j'aimerais vous donner un coup de main plus que de servir pendant ces 48 heures. Comment on fait pour qu'il y ait des gens? Le vin, comment ça se passe? La com, faut que vous louez un local pendant 48 heures, que vous payez 1 200 € sur 2 jours. Le business plan, il ressemble à quoi, en fait? Et donc, en fait, je me prends au jeu à fond, un peu trop, parce que je me dispute avec Loris, qui est devenu mon associé après, pour la petite histoire. Et en fait, je me lance à fond là-dedans. Et je prends ce bébé un peu à cœur. Le principe de ce resto éphémère était un peu particulier. On était dans une librairie-restaurant. Et on se dit, il faut faire un concept un peu sympa. Donc, on va l'appeler Désillusion. On fait du trompe-l'œil. Rien d'immersif, mais il y a un truc un peu expérientiel, exactement sur le même principe qu'avant-scène, en fait. On avait ce local pendant 2 jours. On ouvrait un avant-scène au public, tu vois. Et donc, je prends le truc vraiment à cœur. T'as combien de temps avant que ça n'ouvre, quand tu te mets dedans? Je dirais 2 mois. D'accord. Je prends le truc vraiment à cœur. Ils ont trouvé le local, il y a tout. Moi, j'ai rien à faire à part faire connaître le resto et aller négocier les vins, trouver plein de choses. Et donc, vraiment, je prends le truc à fond. Il faut savoir que je faisais pas mal d'extras à l'époque. Je travaillais au Radisson Blu à Lyon en tant que serveuse. Et donc, je me dis, putain, il y a un truc à faire sympa. C'est sur le BDE, parce qu'on utilisait un peu la carte du BDE de l'école pour pouvoir faire ça juridiquement parlant. Et j'avais fait un peu des calculs dans ma tête. Je m'étais dit, putain, mais si ça marche, on peut gagner un peu de sous, en fait. On gagnait genre 1 000 € sur le week-end, ce qui était dingue, tu vois. Moi, j'avais 200 € sur mon compte. Et du coup, on fait ce resto, mais je dis aux équipes, les gars, si je viens vous aider, il n'y a pas de souci. Par contre, moi, j'aimerais vraiment mettre ma patte et j'aimerais qu'on gagne des sous, en fait, à la fin de ce week-end.
de manière hyper concrète. 1, qu'on s'éclate. 2, qu'on fasse connaître. 3, qu'on teste un concept d'expérience. Mais 4, qu'on gagne un peu d'argent. Je vais pas le faire... sinon, autant que j'aille faire des extras au Radisson Blu. Et du coup, je prends un peu trop le truc à cœur. Genre, je me prends un peu pour la bosse alors que j'ai rien fait et que j'arrive dans le truc alors que eux ont tout fait. Et donc, en fait, je commence à modifier les menus. Je dis à Loris, là, je me souviens, il voulait me mettre un dessert au sapin. Je lui dis, ça va pas vendre, ça marche pas. Et donc, on s'embrouille un peu. Loris me parle pas pendant les 2 jours. J'enlève le dessert au sapin. Je dis, en fait, Loris, si ça marche pas, on a personne dans le resto. Comment tu payes tes 1 200 € à la fin du week-end? Et donc, on s'appréhende, tu vois, on a 20 ans, 21 ans, on essaie de se connaître tous mutuellement. Tu découvres les caractères des autres, tu découvres un peu le management, mais qui ressemble à rien, parce qu'en fait, il y a pas de hiérarchie, il y a rien. T'apprends plein de choses. Et en fait, ce resto-là, il cartonne. Je contacte le Bonbon Lion et je leur demande qu'ils me fassent des articles un peu gratuitement. Et donc, il y a un article qui sort, un restaurant éphémère par des diplômés de l'Institut Paul Bocuse, par des étudiants de l'Institut Paul Bocuse, ouvre à Lyon ce week-end. Ça cartonne. Vu qu'on était très galériens, c'était mon numéro de téléphone sur l'article. Je suis en cours et là, mon téléphone, je reçois 10 appels par seconde. Mon tel, il se met à cracher. J'ai une vidéo, il y a le téléphone qui reçoit tous les appels et d'un coup, le téléphone, il crache. Et donc, je me dis, OK, trop bien. Donc ça va marcher. On est complet, ça cartonne. Et à la fin des 2 jours, on est à une quinzaine sur ce projet. Je dis à tout le monde, écoutez, ça a marché, on a gagné des sous. C'est trop bien, les gens ont adoré. On vendait un menu à 39 € avec 6 plats, c'était canon. J'en refais un dans 3 semaines, qui me suit? Et personne me suit, à part Anaïg et Loris. Loris, avec qui on se détestait, je lui avais enlevé son dessert. Mais en fait, je lui avais dit, fais-moi confiance. L'idée, c'est vraiment qu'on arrive à... Anaïg avait fait tout un business plan. Et l'idée, c'était qu'on réussisse à notre première petite opération. Moi, c'était la même chose que vendre mon muguet, tu vois. Pourquoi les autres, ils suivent pas? Parce qu'ils se sont dit, elle est folle, elle est chiante, c'est pas possible. Alors, je pense foncièrement que les gens ne nous suivent pas parce que ils faisaient ça vraiment sans aucune arrière-pensée de business. Ouais. Ils sont en art culinaire, ils veulent mettre... C'est pour ça que d'ailleurs, le menu, quand j'ai commencé à le modifier, je me suis fait haïr. En fait, ils étaient en mode, Jade, c'est notre projet, on est là pour faire kiffer nos parents, nos proches. Et moi, j'étais là en mode, oui, il y a pas de souci. Nos parents, nos proches vont arriver, vont manger. En revanche, si t'as 10 places, on avait 80 places assises, tes parents, ils vont remplir 10 places assises. Comment tu payes le loyer? Enfin, tu peux pas louer un restaurant à une dame sans lui payer le loyer, ça marche pas comme ça. Et donc, en fait, il y avait un peu ce sujet-là, et eux nous ont dit, écoutez, non, nous, tu sais, les arts culinaires, il y en avait beaucoup qui partaient derrière dans des étoilés, etc. C'était vraiment le côté très cuisine, quoi. Ouais. Et donc, 3 semaines après, je vais visiter plein de restos à Lyon. Je tape aux portes et je leur dis, écoutez les gars, est-ce que vous voulez me louer votre resto 2 jours? Il y avait plein de restaurateurs qui fermaient le week-end. Et il y a une certaine Stéphanie à Croix-Rousse qui nous dit, écoutez, je te le loue 48 heures. Et donc on refait un 2e resto éphémère. Et alors attends, pourquoi eux, Anaïg en l'occurrence et Loris, te suivent? Alors écoute, pour être très honnête avec toi, Anaïg, c'était ma copine dans la vraie vie. Donc on était ensemble. Donc, voilà. Ça aide, ça crée un lien. Ça aide. J'ai créé ma boîte éphéméra avec ma copine, tu vois. On est séparés aujourd'hui, ça se passe très bien, on est encore associés, on s'aime d'amour, mais on n'est plus en couple. Et donc, ça aide, je l'embarque dans le truc. Et Loris, c'était lui qui était à la base, à la tête du truc, en fait. D'accord. Du projet. Mais tu lui avais enlevé son Loris, dessert au sapin. j'enlève son dessert au sapin. Il avale quand même et il se dit, attends, en fait, bon, faut voir plus loin. Il avale quand même parce que, avec tout le respect que je lui dois, je pense que on était vraiment en galère d'argent, tu vois. On était étudiants. Et donc, en fait, il voit qu'on avait gagné 1 200 € sur le week-end, chacun. Et je lui dis, viens, on en refait un dans 3 semaines. Déjà, on s'éclate, au-delà de l'argent, parce que je pense que, foncièrement, j'ai de la chance, c'est que j'aime tellement ce que je fais. L'argent, c'est la fin, tu vois. Mais à la fin, tu regardes combien t'as gagné, t'es content d'avoir gagné des sous, mais quand tu t'éclates, plutôt que d'aller faire des extras dans des restaurants où je m'éclatais beaucoup moins, tu vois. C'est le milieu que j'aime, donc je m'éclatais, mais beaucoup moins. Là, c'est tellement captivant. T'es à ton compte, tu comprends. Tu prends pas énormément de risques. Tu prends un resto sur 2 jours. Donc je m'éclate et donc on en refait un. Vraiment, je pense que ça va durer très longtemps parce qu'on est dans le détail à fond. Non, mais j'adore, tu rigoles ou quoi? Mais non, mais attends, c'est pas comme si t'avais 50 ans. Ouais, mais je suis jamais rentrée autant dans le détail. Mais c'est hyper intéressant. Donc, ok, cette dame te le dit, vas-y, prenez mon resto. Ouais. Deuxième coup de feu, deuxième perspective. Exactement. Même team, trio. Ouais, trio. Et là, vous l'envisagez comment? Vous et là, dites alors quoi? là, je me souviens, on va boire une bière. Alors, je bois pas d'alcool, donc eux boivent une bière, moi une tisane. On se cale aux 3 brasseurs. Je me souviens comme c'était hier. Attends, juste pardon. Ouais, vous avez quel âge à ce moment-là? On a 20 ans. Okay. On se cale aux 3 brasseurs et je dis, les gars, on va s'associer, on va créer un truc. Il y a un truc de fou à faire avec l'expérientiel.
On le voit, on est sur des trucs 48 heures, les gens pètent un câble. Et par contre, il faut réussir à craquer le vrai truc. En revanche, on avait un problème. Les Arts Culinaires, donc la filiale de Loris, c'était en 3 ans. Anaïg et moi, c'était en 4 ans. Ah oui. Donc nous, avec Anaïg, il nous restait une année. Loris avait fini l'école et il partait dans un 2 étoiles à Paris. Et donc avec Anaïg, on se dit, trouvons un stage à Paris pour essayer de craquer un peu ce qu'on veut faire à 3 en étant à Paris. Donc on part en stage, Anaïg en tant qu'assistante de direction et moi chez Extra Calabra, une plateforme qui met en relation des extras et des restaurants. Donc j'étais business développeur, donc tu vois, j'avais ce côté un peu quand même business. Et Lolo, il était dans un étoilé, dans un 2 étoiles, et Anaïg, je l'ai déjà dit, assistante de direction. Et donc on crée un peu tout. Enfin voilà, on a un peu, on est à Paris et puis on travaille sur le projet. Mais ce deuxième resto éphémère à Lyon que cette dame accepte de vous louer, il vient après ou Non, juste avant, pardon, je suis allée très vite, mais on en refait un deuxième 3 semaines après, ça cartonne. Et ça cartonne. Et donc on se dit, ok, il y a un truc à faire. Maintenant, allons un peu plus loin. Ok. Donc vous arrivez tous les 3 à Paris. Exactement. Chacun dans sa ligne, chacun fait son truc. On bosse un peu sur le truc. Et après, il est dans quel resto? Sylvestre Wade. Ouais. Exactement. Mm-hmm. Avec Anaïg, on finit notre stage, on rentre à l'Institut Paul Bocuse et Loris est encore à Paris et il nous reste 6 mois de cours et avec Anna, on se dit putain, il faut absolument qu'on trouve un local. Enfin, il faut qu'on teste ça, quoi. Et alors là, coup de chance de ma vie. Non, mais faut savoir, honnêtement, j'ai énormément de chance. Ouais, c'est ce que disent tous les gens qui entreprennent, en fait. Non, mais je te jure que c'est vrai, tu vas voir. J'ai un prof trop sympa, Seb, qui nous fait un cours. Et puis à la fin d'un cours, il va fumer une clope. Je vais le voir et je lui dis, Seb, t'as pas un local? Je connais personne. Enfin, moi, mon père, il est dans les photocopieurs. Je connais personne à Lyon, quoi. Et il me dit, écoute, Jade, je suis prof d'archi. J'ai mon cabinet d'archi à Lyon. J'ai un endroit minuscule. Tu peux mettre 10 places assises dedans. Et en fait, je peux te le louer pendant 6 mois. C'est un espèce d'incubateur où je teste des choses parfois, je mets des groupes dedans et en plus, c'était un peu une salle qui ressemblait à rien, on n'avait pas trop le droit, je sais pas, c'était un peu particulier. Je lui dis ok, je vais voir. Donc je vais visiter le local et il me dit je te prends 1 200 € par mois et je te le file 6 mois. Notre crainte avec Anaïg, c'était que Loris ne veuille pas quitter son 2 étoiles. Parce qu'il y a à vouloir se lancer, et quand t'es dans un CDI à 20 ans, et que t'as 2 nanas avec qui t'as fait un resto éphémère de 2 jours, qui te disent reviens à Paris, reviens à Lyon. Qui t'a viré ton dessert au sapin. Tu vois, et avec Anaïg, je me souviens, on avait un peu peur de ça. Loris vient, il lâche son CDI. Mais attends, ce local, il est fait, vous pouvez cuisiner dedans? On peut cuisiner dedans, mais c'est minuscule. Il y a une extraction, il y a tout? Ouais. D'accord. C'est très galérien, mais on arrive à s'arranger. Ok. Et on se dit, ok. Et lui, il est chaud, il vient. Il est chaud, il vient. Et on se dit, on a 6 mois, on fait un resto éphémère tous les mois dedans. C'est tout l'idée. On se dit, un peu comme Avant-Scène, tous les mois, on fait un concept à nous, en fait, le Avant-Scène qu'on ouvre au public. Ah ouais. En parallèle, je deviens un peu focus, du coup, c'est là où ça switch dans ma vie et que le perso, je suis avec ma copine, ça se passe trop bien, on crée notre boîte, mais tu vois, j'ai pas du tout eu, je sortais pas, j'étais focus. Ouais. C'est pour ça que c'était important que je te dise ça. C'est là où le perso se met de côté et le pro prend toute sa place dans ma vie et mais pareil, de manière très fluide. Et du coup, on se lance et on se dit, tous les mois, on change de thème. Et en fait, à ce moment-là, je commence du coup à m'intéresser un petit peu à l'entrepreneuriat dans la food. Je passe mes soirées à regarder des vidéos de Victor, qui est devenu un très bon copain, qui a créé Big Mama. Et c'est genre mon idole, tu vois. C'est comme si t'étais fan de rap et que tu t'écoutais Eminem et que tu te dis, mais ça se trouve un jour je vais rencontrer Eminem, tu vois. À l'époque où tu l'écoutes, il est avec Tigrane et ils viennent de monter. En tout cas, la boîte a 5 ans, tu vois, parce qu'ils ont 10 ans et moi c'était il y a 5 ans. D'accord. Mais donc je l'écoute, je me souviens très bien, ils ont fait une conférence à HEC, j'avais des potes qui me disaient, viens, on sort, et je passais mes soirées à regarder ça. Je deviens un peu obsédée par tout ça, tu vois. Profil de jeunes entrepreneurs qui ne sont pas issus du sérail, qui ne cuisinent pas, voilà, il y a un truc aussi dans lequel tu peux te retrouver. Je me retrouve à fond, tu vois. Ouais. Et surtout qu'ils avaient commencé par un resto éphémère. Je me souviens, Big Mama, ça a commencé comme ça à HEC. Donc, bref. Et du coup, je me prends un peu au jeu, et donc on crée la société en janvier 2020. Tous les 3, éphéméra. Et on se dit, tous les mois, on change de thème, on fait un resto immersif dedans. Et donc, il y avait ce mix on prend Avant-Scène qu'on ouvre au public, ce mix des vidéos de Victor et compagnie. Et en même temps, à l'école, t'as deux gars qui gagnent un concours et qui partent en Chine faire Ultraviolet de Paul Perret. Et à l'école, tout le monde en parle. Et même eux, ils disent, mais j'ai vécu une expérience de fou, c'est un resto immersif, c'est dingue. Et donc, en fait, tu vois, je baigne dans toutes ces idées un peu. Il se passe plein de trucs dans mon cerveau. Et
avec Anaïg et Loris, on se dit, OK, si on mixe tout ça, la montée du digital, l'entrepreneuriat, avant-scène, est-ce qu'il n'y a pas un monde où on fait des restos immersifs, en fait, qui changent régulièrement? On loue ce restaurant, on prend le local en janvier 2020, et on ouvre sur le premier thème, The Chocolate Factory. Bien inspiré avec tous mes contacts de ce qu'on a fait sur Avant-scène. Hommage à l'expérience précédente. Exactement. Et en plus malin, puisque vous avez déjà une forme d'expérience sur le sujet. Donc ça, c'est mon job. Je contacte beaucoup de boîtes. Et ces boîtes, il y a plein de boîtes qui me mettent énormément de vent et qui nous disent, bah non, là, c'est un resto, vous allez ouvrir au public, vous allez gagner de l'argent dessus, on va pas vous donner des choses. Et t'en as plein qui nous tendent la main. Je pense à De Graines qui nous a donné toute la vaisselle gratuitement, Loca Cuisine qui nous a donné une cuisine, qui nous a prêté une cuisine 6 mois gratuitement parce qu'on n'avait pas de cuisine. T'avais un truc très... Mais attends, mais tu leur dis quoi, ces gens? Je leur dis, écoutez, on va lancer un concept, on a 20 ans, on vous fait de la com, on est le premier groupe de resto immersif. Est-ce que ça vous botte? Vous nous prêtez des choses. De toute façon, on change de thème tous les mois. Donc la pelouse, je peux te la rendre après, tu vas pas en faire grand-chose, mais ça dure un mois. Le resto, il est minuscule, il y a 30 mètres carrés. La cuisine, c'était le plus dur. Je me souviens quand on a eu la cuisine validée avec Anaïg, ça a été un des moments les plus forts de ma vie. On a explosé, alors qu'aujourd'hui, putain, on venait de se faire valider 4 000 €, même de vaisselle de Graines, mais on a pété un câble. Et enfin bref, donc on était trop contents. On ouvre Charlie à la chocolaterie. C'est quoi la surface, rappelle-moi, de ce local? C'est minuscule, on met 12 places assises. Ah ouais. Ouais, on ouvre Charlie à la immersif avec 12 couverts, bon. Ouais. On ouvre Charlie à la chocolaterie. Et à ce moment-là, je contacte plein de médias à Lyon, un peu au culot, et j'ai le bonbon qui me dit, écoute, je t'ai déjà fait 2 articles gratos, c'est pas le Club Med. Et je lui dis, Antoine, s'il te plaît, genre ça va être canon, on est le premier resto immersif et tout. Et il me fait un article, et le truc explose en 2 heures, on est complet sur tout le mois. Donc, il faut savoir que donc les articles du bonbon sont payants. Ouais. Enfin, en tout cas, à l'époque, je ne connais plus leur business aujourd'hui, mais nous, à l'époque, moi, il m'avait fait un devis. D'accord, je pensais que c'était des journalistes. Mais Antoine a été trop sympa. Coup de pouce. Coup de pouce. Trop cool. Il me lance Charlie à la chocolaterie, ça explose. Anaïg et moi en salle, Loris en cuisine, et c'est parti pour un mois. Attends, à quoi ressemblent tes journées? Parce que du coup, tu fais les services en salle. Alors, ah oui, ce que je t'ai pas dit, c'est que je suis allée négocier en parallèle auprès de mon directeur, Monsieur Géraudier, le fait qu'il me donne quand même mon année, mais que je serai pas à l'école. Donc Anaïg travaille un peu pour toutes les deux. Elle va en cours la journée et on s'arrange en fait. Mais j'ai fait 2 heures de cours dans ma dernière année, ouais. Mais bon, c'était pas pour aller boire des verres de vodka, tu vois. C'était pour taffer. Ouais, j'entends. Et donc il me dit, en gros, Dominique Géraudier me dit, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, par contre, on en rediscutera, tu vois. Sous-entendu, j'avais un peu négocié, mais c'était pas, comment t'expliquer, j'ai eu de la chance qu'il accepte, mais je pense que c'était pas, si tout le monde se met à faire ça, l'école, elle marche plus, tu vois. Ouais, donc écoute, je pense qu'il a cru au truc, il s'est dit, c'est trop bien, vous ouvrez Avant-scène au public. Et donc voilà, ça marche comme ça. On ouvre, ça cartonne, et au mois de février, c'est le moment de changer de concept. Si t'as bien suivi, bien c'est sûr, toute l'idée. Chaque mois, on change de truc. Et donc, on va pour ouvrir Palette. En gros, on enlève toute la déco de Charlie à la chocolaterie, on fait quelque chose sur le street art avec un plat, chaque plat est à une couleur unique, un peu sympa. Écoute, ça, on se marre. On ouvre les résas, on est bien complet sur tout le mois aussi. Covid qui arrive. Et là, c'est la merde. Parce qu'on a un bail de 6 mois, qu'il faut payer 1 200 € de loyer tous les mois, et qu'on n'est éligible à littéralement aucune aide. Ouais, parce que vous existiez qu'on pas, a 20 ans, qu'on n'est plus, que nos parents nous ont dit, les gars, vous faites des restos à thème, on vous adore. En revanche, on vous suit, mais on va pas vous donner de l'argent en fait. Donc, soit vous arrivez à vous payer, soit vous vous démerdez. Donc, j'allais pas demander 1 € à mes parents. J'ai jamais demandé 1 € à mes parents pour Éphéméra. Depuis toujours, ça a toujours été mal-ligné. Anaïg et Loris, c'était exactement la même chose. Donc, on s'est vraiment débrouillé solo. Et donc là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il faut que tu te sortes de l'argent pour payer le loyer d'Éphéméra. Donc, t'avais Éphéméra, t'avais ta vie perso. Tu vois, sinon, on était un peu sous les ponts. Et donc, je dis à Loris, je suis désolée, Lolo. Je sais que ça va pas trop te faire kiffer. Tu sors de l'institut, t'as fait de la bouffe très quali. Là, on fait un peu un truc semi-gastro. On était à 49 € le menu. En revanche, là, faut qu'on pense purement et simplement business. Donc, on est au mois de février. Les gens, ils aiment la raclette. On va faire des raclettes bowls. J'appelle mon copain Antoine du Bonbon Lion et je lui dis, on va faire des raclettes bowls. Il me fait un article sur les raclettes bowls. Et on le remercie quand même. On le remercie. Ça explose. Donc en takeaway? En takeaway. En livraison, quoi. Ce qui se passe, c'est qu'on cuisine et nous, Loris cuisine et nous, on livre on livre pas les gens à ce moment-là, ils viennent les chercher. Mais c'est une vie de galérien, je t'explique.
On avait mis une adresse mail pour réserver ton raclette ball. On n'avait aucun outil, rien. Donc, on répondait toute la nuit avec Anaïk par mail. Bonjour, je vous confirme votre retrait de la raclette ball demain pour 2. Et donc, voilà. Donc, on fait ça et puis ça marche. On se dit, le Covid va durer 1 mois. Le Covid durera beaucoup de mois. Et donc, à la fin, on switch le concept et on se dit, au lieu de s'appeler Ephémera, on crée un truc qui s'appelle One by Ephémera. Un produit en vente à emporter une seule fois. Donc, une fois que la raclette ball est terminée, on lance plein de produits qu'on fait de manière éphémère, très quali, un kebab gastro accessible à 15-16 balles, un croque-monsieur, un pokéball, et on lance ça de manière pop-up. Et donc Loris cuisine la nuit, et nous avec Anaïg, on va livrer les gens dans ma petite Smart. Ok, et vous allez vous en tirer comme ça? On s'en tire comme ça. À la fin des 6 mois, il y a toujours le Covid, sauf que le bail, il est mort en fait. Donc on a dans ce bail de 6 mois, on a ouvert que Charlie et Chocolaterie. Et du coup, on se dit, putain, on est vraiment à poil, on n'a plus rien. Mais t'as ce goût d'inachevé qui est inexplicable parce que t'as ouvert 1 mois, t'as été complet en 2 heures, mais t'as plus de local. Et donc là, c'est là où il faut avoir un peu de courage et se dire, faut qu'on trouve un local, mais il faut qu'on aille trouver des banques. On trouve un local dans le 5e, à Lyon. Et on a une banque qui nous finance 120 000 euros pour acheter ce restaurant. On avait 50 000 euros de droit au bail, mais on met 100 000 euros de travaux, quelque chose comme ça. Et on va pour créer Abyss sur les fonds marins. On se dit, quand le Covid Vous continuez à garder cette idée de projeter les gens dans exactement. un univers. Et on se dit, quand c'est fini, quand le Covid s'arrête, on réouvre notre restaurant sur le thème des fonds marins. Et donc, on réouvre ça. Enfin, on fait les travaux. Et vous faites appel à qui pour faire les travaux? Parce que quand on fait un truc immersif, il faut de la déco, il faut... Ouais, je vais balancer personne, mais on s'est fait pas mal avoir. Parce qu'on n'avait pas du tout les moyens d'aujourd'hui. Et donc, ton premier studio, en fait, tu projettes et t'as des poissons qui ressemblent à rien. T'as Windows qui se met toutes les 10 minutes. Chaotique. Et heureusement pour nous, mais tu vois, c'est là où je te dis que j'ai tellement de chance. Je parle de l'écran Windows qui se projette sur le mur et tout. Laisse tomber, c'était chaotique. Et là, heureusement pour nous, en fait, on va pour ouvrir ce restaurant et bim, il y a la deuxième vague Covid, quoi. Mais heureusement, parce que je pense qu'on se serait planté, tu vois. Là, le resto, il ressemblait pas à grand-chose. Et du coup, on se rend compte qu'on a pris un local qui n'est pas aux normes. On s'est fait un peu avoir par l'agent immobilier, dont je tairai le nom. Et en fait, on a tous les voisins sur la figure. Vu qu'on n'avait pas d'argent, et c'est là où on a fait une grosse erreur, on n'a pas pris d'avocat. Et du coup, on se retrouve avec un local qui a un conduit de cheminée, pas une gaine d'extraction. Et donc, tous les matins, on a les voisins qui nous disent, vous n'ouvrirez pas, vous ferez pas votre vente à emporter. Et donc, on se retrouve avec 120 000 euros sur le dos, et un local, et des dettes. Et on n'a rien, quoi. On ne peut pas ouvrir ce restaurant, tu vois. Et là, la chance d'une vie, et là, la vraie chance d'une vie, la vraie. Anaïg, dans un moment de déprime totale, parce qu'on est vraiment au bord. Enfin, on se dit, putain, on a le Covid, le local, il est pas aux normes, on a mis 120 000 euros dedans, on peut pas ouvrir. On se dit, faut qu'on commence à déménager ce local. Enfin, on paiera le loyer tous les mois, je sais pas comment, mais de toute façon, on peut plus être dedans puisque les voisins veulent nous virer. Et donc, Anaïg prend un camion, et en fait, ce qui se passe, c'est on loue un camion, on met nos derniers sous dans ce camion, et pour faire le déménagement, et Anaïg casse le camion. C'est une journée digne d'un film, et tout est 100% réel dans ce que je te dis. Anaïg casse le camion et se dit, et elle me dit, Jade, il pleuvait des cordes, et elle me dit, viens avec moi, j'en peux plus. Genre, là, c'est le mot, là, on s'est tellement pris de portes. Ça fait 1 an et demi qu'on se prend des portes. Elle me dit, j'en peux plus, viens avec moi, on le ramène. Et je lui dis, non, je vais essayer de gérer avec Loris le déménagement de ce local, laisse tomber. Et elle me dit, s'il te plaît, genre, j'ai besoin de soutien, viens. Donc, je prends ma petite voiture et on ramène le camion. Elle prend le camion, je prends ma Smart. Il pleut des cordes et elle ramène le camion chez genre Carrefour qu'on avait loué. Il nous demande une franchise, il nous demande 2000 balles parce qu'on a pété le camion. On a vraiment plus 1 euro, on a plus de sous, quoi. Et on a ce local où on a 120 000 euros de dette qu'on peut pas rembourser, tu vois. Et Anaïg, pendant qu'elle rend le camion, je suis sur mon téléphone, j'attends sur le parking de Carrefour. Et je suis sur Instagram et je tombe sur une nana qui s'appelle Élise, que je remercie, mais qui me connaît pas on se connaît un petit peu, mais. Et en fait, Élise met une story de Xavier Niel avec Free. Et elle dit, putain, Free, c'est de la merde. Mais bon, j'ai contacté du coup le fondateur, Xavier Niel. Et en fait, Xavier Niel lui répond. Et il lui dit, et elle screen le mail de Xavier Niel et elle met en story et elle dit, ça y est, Free, je vous aime. Enfin, extraordinaire, le service client. C'est genre le fondateur qui me répond en perso. Et je me dis, c'est qui ce gars? Enfin, je suis un peu curieuse, je suis sur mon téléphone, je ne sais pas qui est Xavier Niel. Et je vais sur Google, je mets Xavier Niel. Et là, ça me met milliardaire français et chef d'entreprise. Et je me dis, écoute, il a répondu à elle, tentons, quoi. Je prends mon téléphone
mais je ne sais pas qui c'est. Enfin, j'ai pas de mail, j'ai rien. J'invente une dizaine d'adresses mail et j'écris, genre, comme je te parle, un mail qui a une faute d'orthographe à la première phrase. Et je dis bonjour monsieur Xavier Niel, je m'appelle Jade, je vous écris j'ai fait des restos éphémères, on a fait de la vente emportée pendant le Covid et là je me retrouve sur un parking à vous écrire. Enfin, ça n'avait aucun sens, mais aucun sens. Et je me dis t'as rien à perdre. Et tu mets quoi, xavier.niel.free@free.fr? J'essaye tous les mails, xniel, Xavier Niel, @free, je regarde c'est le nom de ces holdings, j'essaye plein de trucs et dans le lot, il y en a une qui est bonne et Xavier me répond. Le lendemain à 10h14. Et du coup, Xavier me répond et me dit wow, merci pour ton mail. Je te mets en contact avec Jean de la Roche-Brochard qui gère mon fonds d'investissement qui m'a. Et je suis en mode, mais qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, qu'est-ce qu'un fonds d'investissement? J'y connais rien. J'ai lancé un peu une bouteille à la mer, mais je ne sais pas ce que c'est. Et du coup, Xavier me met en contact avec Jean. Et Jean me dit coucou, Jade. Intéressant la notion d'éphémère dans la resto. On n'investit pas dans la restauration, mais faisons un call. Toute une nuit, je me tape le livre de Jean de la Roche-Brochard, Human Machine. Je te fais un peu de com, Jean, par la même occasion, qui est exceptionnel. Et je me dis, faut que je sache à qui je parle. Enfin, j'ai un call avec un mec, je ne sais pas qui c'est. Qu'est-ce qu'un fonds d'investissement? Qu'est-ce que Kima? Qui est Xavier? Qui est Jean? Donc, j'essaie un peu de me renseigner. Mais alors, toi qui étais passionné d'entrepreneuriat, je m'étonne que t'aies pas connu l'histoire de Xavier Niel, l'histoire est géniale, son parcours est génial. Je sais, mais en fait, je pense que T'étais passé à côté. J'étais vraiment passionnée par Victor et Tigrane. J'étais sur la food, tu vois. Ouais, je comprends. Donc, j'étais passée à côté. Minitel Rose, tout ça, c'était pas ton truc. Je connaissais rien. Okay. Je connaissais rien. L'histoire est folle. Et je fais un call avec Jean, je me rappelle comme c'était hier. Et il me dit, je me rappelle comme c'était hier, j'étais en costume et tout, parce qu'à l'institut, tu sais, on t'apprend à être... moi, je me faisais virer de l'école parce que j'avais mes cheveux, j'ai des cheveux bouclés qui partaient un peu de travers, j'étais mal coiffée. Madame Molière, elle me disait, Jade, tu rentres chez toi, tu te coiffes. Et du coup, on m'avait appris à être un peu droite. J'appelais toujours madame, monsieur, même encore, j'ai toujours cette tic un peu de langage. Et donc, je prends le call et je dis, bonjour monsieur. Et là, Jean, casquette à l'envers, sandwich, et il me fait, qu'est-ce que t'as monsieur? Et genre, tellement détente. Et il me dit, mais t'es à l'heure, toi, il est 12h02. Je dis, bah oui, enfin... Il y avait un monde, en fait. Et je me dis, mais où je suis en train de tomber? Et Jean, il me dit, bon, Xavier m'a transféré ton mail, raconte-moi, c'est quoi ta vie? Qui es-tu? C'est quoi ce truc? Il me dit, je vais être très honnête avec toi, Jade. On n'a jamais investi dans la restauration. Parce qu'en fait, c'est pas notre scope. Nous, on investit dans la tech. Tu regardes, Kima Venture, c'est que de l'investissement dans la tech. Mais raconte-moi. Et donc là, je lui raconte ce que je suis en train de te raconter. Je lui dis, bah voilà, on a fait des restos éphémères. Ça a cartonné. Et puis, au bout d'un mois, bim, Covid, du coup, on fait de la vente emportée. Pendant 6 mois, on a vendu des kebabs, on en faisait 300-400 par jour. On a acheté un local, mais du coup, le local, il n'est pas aux normes. On a un procès sur la gueule. Donc là, je suis à la rue. Bref, je pense qu'il y a un truc à faire, mais je sais pas trop quoi. Et Jean, il me regarde et il me dit, t'as besoin de combien? Et je lui dis, bah, je sais pas, ça veut dire quoi? Enfin, comment ça marche? Et c'est là où où Xavier et Jean, c'est, en fait, quand t'as un niveau à ce stade-là de non-connaissance sur le sujet, on peut te bouffer, mais en fait, on était prêts à tout accepter. Je ne savais pas ce que c'était. Ouais. Il me sort une valorisation, il me sort un investissement. J'ai zéro tabou, je peux même le dire. On était valorisé à 2 millions d'euros à l'époque. Mais on vendait des kebabs. Donc en fait, je me dis, mais c'est quoi ce délire? 2 millions d'euros, mais d'où? 2 millions, il me dit, mais Jade, tu fais 300 kebabs par jour, tu fais à peu près 80 000 de chiffre par mois, là. Écoute, ça te va? Une valo à 2 millions, t'as besoin de 150 000 euros? Ben, je lui dis, bah, évidemment que ça me va. Enfin, évidemment. Donc, j'appelle mon comptable me croit pas. Il me demande un papier de Jean. Bref, c'est une histoire folle. Et donc, Kima rentre au capital d'Ephémera. Donc, Xavier et Jean, sur le papier, le fonds d'investissement Xavier Niel. Et donc, en fait, déjà, ta crédibilité auprès des gens est 10 fois, enfin, c'est ouf, ça t'ouvre toutes les portes du monde. C'est pas tant l'argent, mais c'est, en fait, même en tant qu'entrepreneur, tu vois, il se passe quelque chose en interne, une confiance, enfin, tout prend une dimension autre. Et là, je peux dire qu'on crée Ephémera officiellement sur le concept qu'on a aujourd'hui. Tout prend de l'ampleur. Xavier, il est aussi à la tête d'Unibail. Enfin, en tout cas, il est au capital d'Unibail avec les centres commerciaux. Donc, le centre commercial de la Part-Dieu nous contacte pour faire un restaurant éphémère. On fait un restaurant éphémère d'1 an et demi qui cartonne. Et sur le thème d'Avatar, de Charlie la chocolaterie aussi. Entre-temps, tu vas régler ton histoire de local qui allait pas avec les voisins qui voulaient pas et tout ça. Écoute, tu soldes. Entre-temps, je vais t'expliquer ce qui se passe. On prend une très bonne avocate parce qu'on a un peu plus de sous. Et on gagne le procès il y a 2 ans. Donc, c'est tout récent. On a gagné le procès il y a 2 ans. Et parce qu'on a été extrêmement mal conseillés. Et du coup, on laisse ce local de côté et on focus un peu sur le futur, quoi. Et
Et donc, grâce à Jean, Xavier, je suis en contact avec Victor. Je me souviens, Jean me dit j'aimerais te mettre en contact avec certaines personnes. Est-ce que tu as quelqu'un Je lui dis moi, je suis une fan de Victor Leguer. Et là, il me dit Victor Je dis oui. Il me dit attends, je te mets en contact avec Victor, Jade, je le connais très bien. Et donc là, Victor devient un peu mon mentor. Il m'aide sur plein de choses et ça devient vraiment un très très bon ami aujourd'hui. Et il m'a tellement aidé. Et donc Victor me met en contact avec Clarisse, qui est à la tête de l'agence Melchior, qui est l'agence de presse de Big Mama. Mhm. Clarisse me met en contact avec les frères Karmitz du groupe MK2. Et les frères Karmitz nous disent écoutez, nous on pense que l'immersif c'est le futur. Vous êtes adorables avec vos restos de galériens à Lyon. Venez à Paris, on a un local pour vous. Et on ouvre Under the Sea il y a 3 ans. Alors, ok. Là, il y a un coup de boost immense. Ouais. Des contacts, de l'argent. Ils vous apportent du capital concrètement. C'est quoi les apports en fait à ce moment-là? Ils mettent 150 000 euros dans la boîte. Ouais. Ce qui est pas dingue. Hein. Non, mais c'est les tickets de Kima. Kima, ils mettent que des tickets de 150 000 euros. Non, mais en fait, quand vous êtes à Lyon et que vous dites aux banques à Lyon, il y a le fonds d'investissement Xavier Niel qui a investi dans ma boîte. Ça suit. Je te dis pas que ça suit parce qu'il y a plein de choses à faire. Il y a le concept, faut les convaincre, etc. Mais c'est différent que moi qui appelle des banques du haut de mes 20 ans en tant que nana. Enfin, tu vois, t'as un truc un peu différent quand même. Donc ça aide, ouais. Donc, au bout de cette lancée-là, il y a Paris en perspective. Ouais. Et un local, et un endroit. Et un local et un endroit. Et là, on se dit, putain, ça fait 5 restos éphémères qu'on fait. Enfin, on en a fait plein. Faudrait peut-être que ça devienne un peu pérenne, le truc. Et donc, on se dit, c'est le dernier resto éphémère qu'on fait, parce que les frères Karmitz nous mettent à disposition un local à la bibliothèque François Mitterrand, qui sera Under the Sea. Mais ils nous disent, après, on a un hôtel qu'on fait derrière, donc vous l'avez que pendant 1 an et demi. Et sauf que là, t'as un gros risque à prendre, c'est que pour faire ton vrai resto immersif que tu veux faire à Paris, il faut plus du tout avoir 150 000 euros. En tout cas, c'est 1,5 million d'investissement. T'as que 150 000 euros, donc faut prendre 1 million de dettes, 1,3 million de dettes. Et là, à 21 ans, tu trembles un peu plus, tu vois. Et alors, comment on fait le saut? Comment on arrive à les réunir déjà? Tellement de chance. Pierre, qui est notre banquier à Lyon, qui croit à fond au truc et qui nous dit, écoutez, c'est improbable. Honnêtement, aujourd'hui, c'est le truc le plus improbable de notre histoire, c'est qu'il y a très peu de banques qui vous prêtent 1 million d'euros sur un local d'1 an et demi. T'es censé rembourser un prêt en 7 ans, tu vois. Et Pierre, il nous dit, écoute, je lui dis, Pierre, je te jure, si ça, tu sais, moi j'y crois, ça va évidemment cartonner. On a été complet en 2 heures, enfin, que dalle à Lyon. À Paris, je pense qu'on est au milieu d'un truc extraordinaire. Et fais-moi confiance, à la fin des 1 an et demi, on va savoir rebondir, on trouvera un autre local. Ils nous prêtent les sous. Mais tu dors pas très bien quand même, hein, parce que tu m'étonnes. Tu connais Lyon, mais tu connais Paris beaucoup moins bien. Quelle erreur de ma part, j'ai analysé absolument 0 truc. C'est-à-dire que j'ouvre Under the Sea, j'arrive à Paris 1 semaine avant. Je n'ai fait aucun resto, je n'ai fait aucune ville, je ne sais pas du tout où on ouvre. Genre, je dis à Elisha Nathanaël, il est où votre local? Dans le 13e, ok, on signe. Parce que je crois au concept, en fait. Je crois en éphéméra, je crois pas en... C'est complètement lunaire, quand même, ça. Mais je pense que c'est beaucoup d'inconscience. Ah oui, complètement, là. Tu vois? Non, mais vraiment. Mais alors, attends, t'arrives à Paris, donc pour découvrir le local? Ouais. Je me dis, mais c'est ce que je crois aujourd'hui encore. Éphéméra, je pense que ça marche de partout. Dans plein de pays, dans plein de villes. Aussi bien à Angers qu'à Paris, qu'à New York, de partout. Ouais, Angers, tu l'as validé, tu vas nous le raconter, mais là, t'arrives, ok, ils te mettent un local à la disposition, enfin, en tout cas, ils vont vous le louer. Ouais. Et il y a tout à faire. En combien de temps tu vas faire? On fait 4-5 mois de travaux. Ouais. Mais on n'analyse pas la ville, on fait pas une étude de marché, rien du tout, quoi. Vous arrivez comme des mercenaires. Ouais, on se dit, en fait, les gens vont se déplacer pour venir chez nous. Ouais, donc dans le 13e, qui n'est pas non plus un quartier particulièrement, un arrondissement très fréquenté. Et puis, t'as vu où on est, hein, au fin fond de l'avenue de France. C'est au bout, Tous les restos sont fermés le soir, à part nous. Ouais. Tu marches le midi, alors que nous, on est plutôt un concept de soir. Enfin, tu vois, mais on se dit, les gens vont se déplacer. À quoi ça ressemble? Décris-nous à quoi ça va ressembler, in fine, après les travaux, cet endroit. Under the Sea, tu veux dire? En fait, nous, c'est simple. Donc, on passe de faire nos restaurants éphémères à Lyon sur 12 places assises ou un local de 1200 mètres carrés. Et donc là, faut changer tout le business. Et on se dit avec Loris et Anna, ce qui nous fait rêver, ce qui nous fait kiffer, c'est qu'il faut faire... En fait, à Lyon, on avait un peu le cul entre 2 chaises. C'est-à-dire qu'il y avait plein de gens qui rêvaient de venir manger chez nous, parce que c'était un peu le premier resto immersif sympa. Mais 49 €, faut les mettre. C'est pas accessible. Et moi, je sais pas pour qui je me prenais, je pensais que 49 € c'était accessible, mais pas du tout. Et donc en fait, on s'est dit, on veut faire de la très bonne bouffe dans un lieu canonissime, mais ça, on veut le rendre hyper accessible.
Et en fait, moi, ce qui me faisait rêver, c'est de me dire, je peux avoir des gamins qui viennent, des gens qui n'ont pas l'habitude de faire énormément de restos qui viennent, et aussi bien des chefs d'entreprise, des couples, des gens qui ont l'habitude de faire plein de restos canons, mais qui se disent, c'est trop bien parce que ça change. Je voulais servir de 0 à 99 ans et tout le monde. Je sais pas mon dada de faire des choses hyper... déjà, je pense que je suis mauvaise là-dedans. De faire des choses un peu élitistes ou haut de gamme, ou tu vois, moi, ce qui me fait kiffer, c'est d'avoir un impact un peu sociétal et d'essayer de faire changer les choses. Je me disais, c'est trop cool. On a des lieux de Maboule, on est les premiers lieux en France, et même il y en a très peu dans le monde avec de la vidéoprojection, avec des investissements technologiques très chers, et rendons-le accessible. C'est toute la promesse d'Ephémera. Si on commence à mettre des menus à 80 €, je te dis pas qu'on gagne pas nos vies, mais je te dis que c'est pas ce qui me fait vibrer, tu vois. Et donc ça ressemble à quoi, Ça ressemble à un restaurant sur le thème des fonds marins, où l'idée c'est de mélanger food, boisson, son, lumière, images, vidéo. Donc c'est des projections sur les murs. Et surtout, c'est un mix. Parce que je parle pas de la personne la plus importante, une des personnes les plus importantes de ma vie, Henriette, qui est notre décoratrice. Et c'est surtout un mix de décors. Moi, je ne voulais absolument pas avoir des restaurants où on projette juste sur les murs. L'idée, c'est d'immerger les clients dans un monde magique. Et donc, à Lyon, on a sympathisé avec une dame qui s'appelle Henriette sur un restaurant éphémère à La Part-Dieu. C'est qu'Henriette, elle nous faisait les décors. C'était une dame qui venait du Vietnam et qui faisait tous les décors à la main. Et en fait, on s'est liés d'une relation mère-fille. Je vais manger très souvent chez elle le dimanche. Là, j'étais en Chine avec elle le mois dernier. C'est comme ma mère. Et elle fait elle travaille que pour Ephémera. Donc le savoir-faire, aujourd'hui, il est chez Ephémera avec Henriette. Et c'est elle qui nous fait tous les décors d'Under the Sea. Et donc, l'idée, c'est de se dire, on immerge les clients dans un monde qui est créé de toutes pièces, avec de la déco et des technologies. Okay. Et on ouvre Under the Sea au mois de mars 2022. Et là, on met un bruit de roulement de tambour et comment ça marche ? Écoute, on se foire la première semaine parce que il n'y a pas le bonbon là, on n'a pas Antoine là pour nous aider. Non, je peux pas dire j'ai bien mieux parce qu'Antoine est extraordinaire, on serait pas là s'il était. Mais j'ai Clarisse de l'agence Melchior, qui est pour moi une des meilleures agences de presse à Paris et voire même en France, qui nous lance. Et là, c'est explosion médiatique, les télés, les trucs, faut que j'aille. Elle m'appelle, coucou, demain BFM à 7h. Enfin, je vais de partout. Et du haut de notre petit concept enfin bref, on s'éclate et c'est l'effervescence, c'est une ouverture, c'est fou. On se foire la première semaine. Pourquoi ? Parce que je pense qu'on voulait faire de la bouffe un peu trop pas élaborée, mais on avait plutôt des plats à 24-25 € et en fait, bim, faut baisser d'un cran, quoi. Faut faire de la bonne bouffe, pas très chère, accessible. L'accessibilité, ça passe par le prix, mais ça passe par la nourriture, c'est-à-dire un bon burger, des bonnes pâtes, des pâtes au mardine, un ceviche, tu vois, ça c'est accessible. Loris, il était encore sur le côté un peu cabillaud au chocolat blanc. Je lui ai dit, on arrête. Donc, on fait ça et ça cartonne. J'adore ça. Fin de l'histoire, boum. Ok, d'accord. Et ça va cartonner tout du long ? Ça fait 3 ans et on a fermé la semaine dernière pour déménagement. Parce qu'en fait, si tu suis bien, ça devait durer 1 an et demi. Ça a duré 3 ans. Ouais. Parce que je pense que déjà... MK2 était très content de nous avoir, du coup. Et en plus, il y a eu un peu de retard sur l'hôtel, etc. Donc, on a réussi à gratter. Là, c'était la fin. Un resto éphémère ne pouvait pas trop durer plus de 3 ans. Fallait qu'on trouve notre local pérenne. Donc, on déménage Under the Sea. On le ferme évidemment pas, mais on fait une version 2. Et ça faisait 3 ans, là, que ça n'a jamais baissé, quoi. Jamais. Et, alors, entre-temps, c'était la question. Ouais. Tout le monde se disait, après, il faut aller rechercher des fonds, tu vois. Et les gens te disent, c'est super, t'as ouvert il y a 6 mois, comment tu fais si ça redescend ? Moi, j'étais persuadée d'une chose, c'est qu'en fait, l'immersion, une fois qu'elle est créée, tu l'as bien vu quand là on est chez Stellar, t'appuies sur un iPad, ça se lance. Notre travail avec Anaïg, c'est 99% du temps, c'est de travailler sur la restauration. Donc en fait, une fois que tu fais de la bonne bouffe, pas très chère, avec un bon service, pourquoi les gens ne reviendraient pas ? Si en plus t'as une atmosphère de dingue qu'on te fait pas payer, t'as aucune raison d'aller dans un endroit avec des murs blancs, quoi. Entre-temps, il va y avoir des petits frères. Effectivement, ouais, t'en parles. Des petits frères et sœurs. Des petits frères, des petites sœurs. Des enfants. Là, on est chez Stellar. Donc Stellar, on est quelque part dans l'espace. Ouais. Là maintenant, alors qu'on se parle, tout à l'heure c'est les météorites, derrière il y a une espèce de... je suis nul en astronomie. Ça c'est des nébuleuses. Ouais, ben d'accord, ok, j'attends. Donc il y a des nébuleuses derrière nous sur un mur, c'est très joli, mais c'est très très grand. T'as vu, c'est pas mal, hein. Ça c'est des vraies vidéos de la NASA. En fait, moi si je venais dîner là et que je regardais ça, je pense que je parlerais pas aux gens. Ouais.
c'est pas mal. Parce que quand ça fait un peu de temps que t'es dans ton couple et que tu t'emmerdes, tu reviens là. Je rigole. Pour le coup, ça marche très très bien parce que c'est absolument Ouais, on n'a pas. captivant, quoi. Tu sais, une des phrases que j'aime le plus, c'est qu'on a beaucoup de gens qui sortent d'éphéméra et qui disent j'ai l'impression de m'être fait masser. T'as ce côté très 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 déconnexion quand même. Exactement. Et ça, j'adore. Mais C'est ça, ouf. je Tu fais comprends très voyager bien. les gens et Il y a un truc un petit peu planant où tu regardes le truc, Ouais. c'est extrêmement détendant. Mais revenons dans l'histoire, puisque on se parlait donc d'Under the Sea, Ouais. qui a finalement duré 2 fois plus que ce qu'il devait durer. Ouais. Stellar est arrivé, donc Stellar là c'est l'espace, dans un autre endroit. On est à côté, à l'angle du boulevard Voltaire et du boulevard Richard Lenoir. Quoi d'autre? Parce que j'ai encore vu qu'Angers avait complètement fait sauter le truc il y a 2 mois. On a ouvert. Du coup, on ouvre Under the Sea. J'apprends avec Jean ce qu'est une levée de fonds, comment ça marche, qui devient un peu mon mentor. J'ai besoin d'un. Il m'aide, quoi. Il est très disponible. Et donc, on va lever des fonds 6 mois après l'ouverture d'Under the Sea. On lève à ce moment-là 1,5 million, quelque chose comme ça, pour ouvrir 2 autres restaurants. Mais c'est super d'avoir des gens comme ça qui se montrent aussi disponibles et tout, quand même, pardon, mais quand les gens vont écouter cette histoire, ils vont tous se dire... Ils vont tous s'appeler Jean. En fait, Jean... ils ont réputation avec Kima de mettre ils mettent, je crois, 2 tickets par semaine sur 500-600 dossiers. Par contre, c'est pas du tout quelqu'un qui va m'embêter, qui va m'écrire toute la journée, etc. Ils ont énormément de gens dans le portefeuille. Ouais. En revanche, t'as besoin de quelque chose, ils seront tellement disponibles. Donc voilà, Génial. Je suis très reconnaissante. Donc il va t'aider à lever. Ils m'aident pas à lever, mais en tout cas, ils m'expliquent un peu comment ça marche, tu vois, parce que j'y connais rien. Comment Bien tu sûr, fais une valorisation, on a tout appris sur le tas, quoi. Encore une fois, à l'école, on a appris à être manager, à faire beaucoup de, tu vois, dans les établissements d'application dont je te parlais, mais par contre, tout le côté business, on l'a absolument pas. On apprend tout sur le tas. Mais parce que, de fait, je pense qu'on ne se projette pas dans quelque chose de cette ampleur-là non plus. Non, je suis d'accord avec toi. Enfin, en tout cas, comme je te dis, j'ai laissé le truc... c'est fluide, mais tu vois, sur le papier, je me suis jamais posé trop de questions. Je pensais pas du tout que ça. J'avais aucune idée de ce qui allait se passer. Donc comment tu t'y prends pour le deuxième? Écoute, comment on lève pour les nuls? Non, mais écoute, après on s'était fait un peu de réseau avec les Victor et compagnie, donc Victor m'a mis en contact avec Emmanuel Brizet qui est au bord de Big Mama, et puis après ça se fait petit à petit, et donc on a levé assez facilement. Mais par contre, on m'a challengé sur le fait que comment tu fais si ça redescend? Alors moi, mon argument, c'est celui qui pour moi est le plus valable, et j'y crois foncièrement, parce que c'est ce qui fait qu'on travaille quotidiennement de manière assez difficile pour avoir une expérience client de ouf, une qualité de ouf dans les assiettes, et des restos assez canons. Maintenant, je me suis dit, si ça leur suffit pas comme argument, il faut aller plus loin, parce que le principe de l'immersif, et ce qui est assez canon, c'est que tu peux quand même changer ton décor très facilement. J'adore le nom éphéméra, on n'a pas envie de le changer, comment on peut faire? Donc, il y a quand même une idée derrière de se dire qu'aujourd'hui, on l'a jamais fait, les restos éphéméras sont devenus pérennes, donc maintenant on n'est plus éphémère. En revanche, très facilement, on est quand même capable de modifier le thème. Angers, on a ouvert. Angers, on a ouvert sur la Forêt Enchantée il y a 2 mois. Il peut peut-être dans 2 ans avoir un Under the Sea à la place, tu vois. Je sais pas. Honnêtement, j'ai pas la réponse, j'ai pas de plan, mais je pense que c'est hyper important d'avoir ce côté modulable, aussi bien pour les équipes que pour les clients, aussi bien pour la communication, enfin sur plein de choses. Mais parce que là, tu remets les compteurs à zéro. Ouais. Et en plus, t'as un capital confiance. C'est-à-dire que t'as convaincu une clientèle parce qu'on sait que c'est toi, on sait que c'est ce groupe ou ce cuisinier ou cette équipe, ces serveurs, peu importe, mais on sait que c'est une équipe qui est là et qui va nous assurer un service et une cuisine de qualité. Et en plus, au bout de 6 mois, je me mets à la place des gens qui vivent à Angers. Clac, il peut y avoir un bouton qui appuie et le truc change. Donc tu retournes. Ouais. T'as envie de voir. Ouais. Et puis, foncièrement, sans changer, ça ne baisse absolument pas, bien au contraire, parce qu'on a beaucoup de personnes qui se passent le mot pour des événements ou qui se disent, enfin, ça change en fait. En fait, c'est un restaurant qui change, dans lequel tu te sens bien, où tu manges bien. Pourquoi tu ne retournes pas? Tu vois ce que je veux dire? Et par contre, si t'es trop expérientiel, à l'époque, à Lyon, sur le restaurant éphémère qu'on avait fait à la Part-Dieu, menu unique, etc., on avait senti une baisse au bout de 3-4 mois. Ah oui. Parce que là, du coup, c'est trop expérientiel. C'est-à-dire que ton menu unique, tu vas pas te le faire 3 fois dans la semaine. Mais nous, là, tu veux manger une burrata et partir, tu peux. Donc en fait, on est sur le même créneau qu'un restaurant plus traditionnel. C'est juste que tu as une atmosphère en plus et qu'on ne te fait pas payer. Est-ce qu'on t'oppose parfois un doute sur la cuisine? Parce que moi, en premier, quand je les ai vus, ouais, mais c'est les a priori. Les communiqués de presse de l'agence Melchior, je les reçois tous les jours. Donc moi, quand j'ai vu un truc déjà, c'est vraiment très très loin de moi. Je ne vais pas au restaurant pour ça. J'ai même un problème avec la musique au restaurant. Déjà, juste la musique. C'est un sujet pour moi. Intéressant. Et j'aime pas ça, je crois. Mais je commence à m'y mettre. Attends,
Faudra que on se fait après un jungle ou quoi. Ah, ok. Il faut que tu vois, parce que nous, c'est plus une ambiance, tu vois. Ouais, ça, je comprends. Mais voilà, pour moi, la cuisine, c'est la cuisine. Je dois être un peu old school et tout. Disney. Pour moi, c'est Disneyland. Ouais, je comprends. L'expérientiel. Je comprends totalement. Du coup, on doit t'opposer le truc de, attendez, on va bouffer forcément mal. Ouais, mais totalement. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que ça a été au début. Il y a beaucoup de gens qui me posaient des questions, même, tu vois, quand des mecs commencent à investir dans ta boîte, ils te posent des questions un peu pointilleuses, le taux de gens qui reviennent, etc. On a tellement été focalisé opération, tellement, et on l'est tout le temps. Enfin, moi, c'est ce que je dis à tout le monde tout le temps. Le plus important, c'est les opérations. Le fait de faire un restaurant immersif, c'est parce que ça nous fait rêver de faire rêver. Mais sur le papier, on fait de la restauration, tu vois. Et donc, une fois que tu travailles tes opérations, oui, il y a de l'a priori, mais les gens sont curieux, donc ils vont venir pour le concept. S'ils mangent bien, ils reviennent. C'est ce qui se passe. C'est-à-dire que si on était mauvais en cuisine, au bout de 6 mois, les restos tomberaient, tu vois. Et attention, j'ai pas la prétention de dire que tu te prends une claque culinaire. J'ai la prétention de dire que on est dans un resto où tu manges très bien, pour un très bon rapport qualité-prix. Ouais. On fait tout maison et de saison. On est 200 dans la boîte aujourd'hui. Et donc, en fait, tu vois, inconsciemment, tu retournes, tu vas chez Stellar, t'as 40 mecs. Donc, t'as par contre la problématique du gros volume. Chaque restaurant accueille entre 400 et 500 personnes par jour. Donc, t'as cette problématique-là. Je peux pas t'assurer que 100% de mes clients sont ravis, mais comme n'importe quel restaurant. Ouais. Mais par contre, 95%, oui, tu vois. Comment tu deals justement avec cette notion de volume? C'est un truc qui est important parce que mine de rien, t'es en train de... Ce que tu me décris, j'ai l'impression que tu me racontes, c'est comme si tu avais fait Big Mama en immersif finalement, parce que c'est un peu les mêmes valeurs, du grand nombre, de l'accessibilité, des produits bien choisis, une cuisine qui assure, pas une prétention. Tu vois, c'est un peu leur curseur. Ouais. Après, pour le coup, on est quand même très très loin de Big Mama, nous. Même sur une clientèle, je pense, beaucoup plus grand public. On est des vrais... Big Mama sont aussi des lieux de destination, évidemment, mais nous, on tire peut-être à 1h30 d'ici, tu vois. Big Mama sont pas à Angers. Je pense qu'ils sont quand même sur des villes plus grandes. Ouais. On est sur un business très différent. Maintenant, si faire de la bonne bouffe pas très chère et faire beaucoup de volume, c'est ressemble à Big Mama, alors oui. Tu vois, non mais oui. Non, c'est un peu réducteur. Mais ils sont pas nombreux les gens qui sont capables d'assumer ce côté, ce volume et cette volonté de qualité aussi. Tu vois ce que je veux dire? C'est un paradigme qui est finalement pas si courant dans la restauration. Ouais, je suis d'accord. Comment on gère cette équation volume-qualité? Pour moi, il y a 99% d'humains, donc après, faut trouver les bons produits, faut faire des cartes faciles, mais hyper bonnes. Mais qui fait ça? Tiffaine, mon chef exé avec moi. Et le plus gros travail, il est opérationnel. Et ça, je le dois à 100% qu'à Anaïk, qui gère toutes les opérations d'Ephéméra. Je suis pas du tout dessus. Et mon directeur des opérations, Florio. Les deux, ils font un travail monstrueux avec évidemment toutes nos équipes, les directeurs, les SEB. On a des gens extraordinaires. On a, je pense, 25-26 ans, la moyenne d'âge. On prend des jeunes. Mais par contre, il y a des grosses évolutions en interne avec des gros challenges. Et je crois que c'est comme toute boîte, la clé, c'est quand même de très très bien s'entourer. Donc, on n'a pas une recette magique. Tu fais des cartes qui me semblent en tout cas hyper accessibles et qui correspondent à la clientèle. Tu fais des bons produits. Il y a un gros travail de sourcing. Et après, c'est de l'humain. Hein. Donc en fait, c'est de l'humain. Comment tu manages tes mecs, comment tu leur donnes envie, c'est que ça. Enfin, quand t'as 30 mecs qui cuisinent, il faut qu'ils aient envie. Et c'est quoi les tips, justement, toi, ce qui peut te caractériser ou ce qui vous définit au sein de ce groupe? C'est quoi les valeurs qui font que tous ces gens-là vous suivent et adhèrent? Déjà, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui adhèrent au projet de manière globale. C'est-à-dire que, tu vois, je trouve que la promesse est vraiment sympa. Le plan de développement, il y a plein de choses qui arrivent. On a un groupe qui évolue, qui va très vite. Donc, je pense que ça joue énormément. Parce que les gens voient, en fait, à 2-3 ans, tu vois. Et puis après, en interne, on essaye, en tout cas, de faire les choses bien. On a essayé d'innover sur plein de choses. On a été un des premiers groupes en France à mettre la semaine des 4 jours, 3 jours. On essaie d'être hyper innovant sur tous les outils. Tout le monde a Gymlib, ils peuvent se prendre on prend en charge la salle de sport, il y a les Swile. Enfin, tu vois, en tout cas, on est très, très pointu sur la partie outils. C'est Anaïk qui a fait un travail monstrueux pour leur faciliter la gestion au quotidien et essayer de mettre un peu de nouveauté dans la restauration qui, avant, il y a encore 5-10 ans, il y avait, tu vois, tu prenais les commandes à la mano. Tu vois, on a essayé de changer un petit peu les choses, d'amener notre fraîcheur de la jeunesse, de tout ça, qui fait qu'aujourd'hui, on a des équipes qui sont, franchement, ça se passe très, très bien. Et je te dis pas qu'on est parfait, je te dis pas qu'on n'a pas de turnover, mais on n'a jamais fermé de notre vie un resto parce qu'il nous manquait du staff, tu vois.
à partir de ce moment-là, je suis déjà très reconnaissante de ce qui se passe. On a des gens qui évoluent à fond, on a des gens qui sont hyper heureux. Quand on a toujours eu, comme tout groupe, des soucis un peu disciplinaires ou des soucis que tu peux voir dans de la restauration qui me plaît absolument pas, sur des mecs, on fait le nécessaire très vite. Enfin, tu vois, en tout cas, on peut pas tout voir, on peut pas tout entendre, mais on essaye d'être extrêmement clean et de faire le maximum pour prendre soin de nos équipes. On a des badgeuses, on tire pas sur les horaires. Enfin, il y a plein de choses sur la partie opérationnelle. Dans les restaurants, on essaye d'être extrêmement clean. Au siège aussi. Après, je distingue un petit peu les deux parce que pour moi, au siège, c'est quand même des postes qui sont très différents. On a beaucoup de personnes qui sont cadres, donc qui sont vraiment, c'est les patrons de leur pôle, tu vois. Il y a un investissement qui est quand même différent, où les mecs bossent pas mal, mais comme n'importe quel groupe qui évolue, on essaye d'avoir un bon équilibre, on essaye d'avoir un rythme qui est quand même, je pense qu'il y a du taf, ça bosse, mais sur le papier, c'est toujours la même chose. C'est que si t'as une boîte qui est plutôt saine, j'espère en tout cas, on fait tout pour que ce soit le cas, qui nous ressemble avec Anaïg, avec nos valeurs, et où t'as un projet qui a du sens, je pense que t'arrives à fédérer un petit peu. Ok, alors dernière question. Dis-moi. Qui te concerne. T'as une fibre depuis le début. Comment toi, tu sais ce qui va plaire aux clients? Ça, c'est ton truc depuis le début. Tu le dis. Ouais, je sais pas. Comment tu te projettes quand tu dis à Loris ça non? Tu lui dis oui quand même de temps en temps. Alors, on n'est plus associés avec Loris. Ah. Mais on s'est séparés en excellents termes. D'accord. Tout au début d'Under the Sea. D'accord. Lolo, c'est un de mes meilleurs copains. Il va ouvrir son resto un peu gastro. Mais en fait, c'est joli comme histoire. Ouais. On s'est séparés tout au début d'Under the Sea parce que du coup, on est passé de 10 places assises à Lyon où c'était lui en cuisine. Ouais. Il faisait un peu du semi-gastro. À Paris où c'est 4, 500, 600 couverts par jour. C'est un autre, en fait, c'est un autre métier. C'est un autre métier, bien sûr. Et donc, on s'est séparés en très, très bons termes. Okay. Pareil, c'est ce que je disais. Je pense que chez Ephémera, on essaye. C'est un peu la vibe d'Ephémera. On se sépare comme toute entreprise, mais on essaye de le faire bien. Enfin, je sais pas. Il y a plein de choses. Mais donc bref. Alors maintenant, c'est toi et Tiffaine. Et c'est ça non, et Tiffaine sur la partie cuisine et Anaïg qui gère, à qui je dois absolument, à qui on doit, tout le monde lui doit tout le mérite parce que elle fait 95% du travail. Moi, je suis sur la stratégie, le développement. Mais alors, Tiffaine qui est du côté cuisine et toi qui envisage l'expérience des clients. Ouais. C'est quoi ton secret? Mon secret, je pense que c'est vraiment de faire quelque chose d'hyper accessible, hyper qualitatif. Et donc, l'accessibilité, c'est ce que je disais. Je pense pas que ça passe que par le prix. Ça passe par aussi ce qu'il y a dans ton assiette. Parfois, il y a des associations qui me semblent un peu trop tirées par les cheveux. Je sais que ça va pas passer, tu vois. Je sais que t'as envie d'avoir un plat réconfortant, sympa, avec des bons produits. Donc après, toutes les cartes sont faites à peu près de la même manière, mais on essaie de les adapter en fonction des thèmes. C'est quoi la manière? Tu parles de la manière? Tu vois, tu vas avoir un ceviche dans tous les restaurants, mais là, on ouvre Magmatic sur les volcans à Lille dans un mois et demi. Ton ceviche, il est dans une assiette toute noire. T'as l'impression de récupérer une espèce de lave. Je sais pas, c'est hyper particulier et il est un peu épicé. Il y a les pâtes. Chez Under the Sea, on a une carte par exemple avec beaucoup de poissons, t'as des pâtes au homard. Donc à chaque fois, on essaie d'avoir une base. La burrata, tu vas la retrouver dans tous les restaurants, le pain perdu aussi, les pâtes aussi, le ceviche aussi, mais on va venir le travailler différemment en fonction des thèmes. Ça va pas s'arrêter cette affaire? Je sais pas, je crois que tant qu'on s'amuse et que les gens sont heureux Ephémera autour de nous... va franchir les frontières, non? Sans doute, ouais. Genre, t'y penses déjà? Ouais, bah oui, j'ai pas trop le choix. Enfin, c'est long avant d'aller dans un autre pays, donc faut bien que j'anticipe un petit peu. C'est quoi les envies? Les envies d'Ephémera? Ouais, en termes d'international. Je pense qu'on peut aller dans beaucoup d'endroits, mais je pense qu'on a quand même pas mal de choses à faire en Angleterre ou en Amérique. Parce qu'on est quand même entre un beau mix de divertissement et de restauration. Et c'est des pays qui sont quand même assez friands de ça. Trop beau. Merci. Hein. Bah merci à toi. Je me suis livrée. Hein. Je me suis mis à poil. Hein. Bon alors là, dites-moi si vous sortez de cet échange comme moi, enchanté d'avoir rencontré une telle personnalité. Est-ce que c'est pas une full dose de motivation? Est-ce que c'est pas une masterclass de DIY? Est-ce qu'elle ne redonne pas l'envie de relever n'importe quel défi? Est-ce qu'on n'a pas envie de lui écrire là pour lui dire « Franchement, c'est avec toi que j'ai envie de bosser ». Donc, je vous le disais en intro, cette semaine, Jade Fromer vient de lancer un nouveau projet, ça s'appelle 690, c'est à Paris, et c'est quoi l'idée? Eh ben, c'est ce chiffre, c'est le prix. Ouais, vous allez dans ce resto, et vous avez un plat unique, quali,
à 6,90 € et elle a démarré avec la saucisse purée. Alors, à votre avis, ça va marcher ? Bon, je vous laisse digérer, mais moi je peux vous dire que quand je l'ai quitté, je me suis senti rassuré, j'étais porté par son énergie, je me suis dit que c'était beau de voir de si jeunes personnes entreprendre avec tant d'envie, de générosité, de les voir rencontrer un tel succès et on voit à quel point l'expérience l'a fait gagner en maturité, mais vitesse grand V. Franchement, retenez son nom, suivez-la, Jade Fromer, c'est pas une promesse, c'est une fusée. Franchement les amis, merci d'être là, toujours plus nombreux, nombreuses à nous écouter. Merci de l'accueil que vous réservez à ce récent format sur l'entrepreneuriat, car cela me permet d'explorer ce terrain et de faire entendre ce genre d'histoire, de diffuser cette énergie, et ça n'a pas de prix. Merci Jade de ta générosité, d'avoir pris le temps de tout nous raconter. Tu n'imagines pas l'effet que ça fait. Merci, chers auditeurs, chères auditrices, de continuer de pousser le podcast. Notez-le, partagez. J'ai toujours besoin de votre soutien pour faire connaître ce travail et surtout celui de celles et ceux qui me font le plaisir de venir devant ce micro. Bonne fin de semaine, bon week-end, cuisinez, faites le marché, plongez au restaurant, dans l'espace, la forêt ou la jungle. Vous pouvez d'ailleurs retrouver les adresses dont on a parlé sur le site ephemera-groupe.com et vous pourrez alors glisser à votre voisin de table entre l'apéritif et l'entrée le nom de votre podcast préféré. Salut!